Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une des personnes qui m'a fait découvrir le Web3 il y a de cela plus de 5 ans. Jérôme de Tichet, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es aujourd'hui une figure incontournable de l'écosystème Web3, cumulant de nombreuses réalisations et rôles importants. Tu es le président d'Ethereum France, le fondateur de la conférence annuelle ETHCC et le fondateur et dirigeant de la startup Comet. Tu es aussi passé par des institutions phares du Web3 comme Consensus ou Ledger, et tu es aussi professeur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, dans le master finance de marché et finance numérique. Nous allons revenir sur ton parcours, ta rencontre avec la blockchain et surtout ta participation, il y a de cela quelques années, dans l'écosystème alors tout naissant d'Ethereum. Nous échangeons sur ta vision de l'avenir de cette technologie, ainsi que les raisons qui t'ont poussé à lancer Comet, un des fleurons du gaming Web3 actuel. Jérôme, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de faire cette interview avec vous et surtout de savoir que j'ai proposé la pilule bleue et la pilule rouge et c'est la pilule rouge qui a fonctionné. Euh, bah, pour pas trop en rajouter par rapport à ce qui a été dit sur ma vie et mon œuvre avant tout ça et dans la blockchain. Pour en rajouter peut-être, j'ai 36 ans, j'ai 2,5 enfants, j'en attends un autre bientôt en août. Ouais, Et, félicitations. et aujourd'hui, je passe le plus clair de mon temps à vivre de ma passion, qui est la blockchain. Donc, ravi de répondre à toutes les questions qui me seront posées dans le cadre de cette interview et de vous donner ma vision et ce que je pense de tout ça, quoi. Et alors, si on reprend juste très rapidement tes débuts, donc à la base, tu as fait l'ENS, C'est ça. donc l'école normale supérieure. À Cachan, dans le département économie-gestion. Je suis passé assez rapidement dans une prépa scientifique, physique, chimie, et puis ensuite j'étais plutôt attiré par l'économie. Là-dessus, j'ai suivi un double cursus économie et gestion à l'époque. On faisait un master de gestion et un master d'éco en même temps, et ensuite on était amené à faire de la recherche en éco ou de la recherche en gestion ou les deux à la fois. Et j'ai fait un master qui, je crois, existe toujours, qui s'appelle économie théorique et empirique à l'école d'économie de Paris, où je m'étais spécialisé dans les modèles de croissance avec des ressources non renouvelables. Donc bon. Je ne sais pas si tu veux rentrer dans le détail de tout ça, mais ouais, je suis économiste de formation et postérieurement à l'ENS, j'ai travaillé dans pas mal d'institutions publiques, notamment l'ACPR pendant un temps assez court sur la réglementation EMIR, qui définissait comment les dérivés étaient entendus dans les ratios de solvabilité pour les assurances. J'ai bossé un peu pour la Commission européenne, plutôt côté statistique de la protection sociale plus spécifiquement, et mesures de la pauvreté, et quelques petits trucs sur les retraites aussi. Et en parallèle de ça, je suivais ma carrière de professeur à temps partiel, et puis aussi un peu fonctionnaire public à côté. Mes hobbies, c'était faire du mining de Bitcoin, quoi. Voilà. D'accord, donc t'es rentré, parce qu'aujourd'hui tu es très connu pour ton rôle sur la blockchain Ethereum, mais tu es rentré donc dans la blockchain par le Bitcoin. C'est ça. Par un heureux hasard, j'étais assis à côté de quelqu'un qui lisait le white paper de Bitcoin dans une conférence sur les modèles de croissance, à l'époque où je finissais mon, ma, mon master, quoi. J'ai lu le paper et je trouvais ça cool. J'étais un gamer, moi, pendant toute mon adolescence et mon enfance et une partie de ma vie de jeune adulte. Donc j'ai eu l'occasion de construire mes propres PC, de bricoler comme ça, et ayant plutôt le prisme théorie monétaire. Tu vois, quand je suis tombé sur le white paper de Bitcoin, je me suis dit tiens, c'est hyper intéressant. Alors, alors pour un peu plus filer l'histoire encore, quand je suis passé de la physique à l'économie, je regardais les équations et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi elles sont où les unités? Et c'est quoi la cohérence entre tout ça? Enfin, et je me posais pas mal de questions sur, ok, mais qu'est-ce que c'est que de la monnaie? Qu'est-ce que c'est qu'une utilité marginale? Qu'est-ce que c'est que, enfin, en fait, j'avais des problèmes conceptuels et philosophiques qui, au fur et à mesure où tu fais tes études, parfois tu les creuses et ça devient ton sujet de recherche. Parfois tu les mets de côté et tu te concentres sur autre chose. Et quand je
j'entendais parler de monnaie ou que je m'intéressais théoriquement à la monnaie, j'ai rapidement, je me suis dit, OK, il y a trop de choses, il y a trop de problèmes conceptuels pour que j'arrive vraiment à cranter là-dessus. Donc, j'ai fait autre chose. Et en lisant le white paper de Bitcoin, je me suis dit, OK, en fait, on prend une autre approche, un autre angle pour regarder ça. On crée une unité de compte numérique et on trouve des techniques cryptographiques pour que cette unité de compte soit proprement inscrite et proprement transférée et proprement contrôlée. Et comme j'avais les cartes graphiques qui traînaient, comme j'avais envie de refaire un peu de hobbyiste, quoi. Je voulais monter des PC, je trouvais ça attirant et j'ai commencé à miner un peu de Bitcoin sur mon temps libre. Et malheureusement, c'était le moment où les FPGA arrivaient, quoi, les premiers hardware qui étaient vraiment dédiés au mining. Donc Les les cartes ASICs. graphiques que j'achetais, alors d'abord les FPGA et ensuite les ASICs, D'accord. mais ça a été deux ordres de magnitude de déclassement. En gros, les FPGA minaient 15 à 20 fois mieux que les cartes graphiques. Et ensuite, les ASICs minaient 100 à 1000 fois plus que les cartes graphiques. Donc, au fur et à mesure, j'achetais des cartes graphiques, ça marchait pas. Et Dieu merci, Ethereum est arrivé et c'était l'algorithme de mining était très orienté GPU. Donc, j'aurais pu mettre mes GPU à profit sur Ethereum, même si au final, j'aurais mieux fait d'acheter des Ethers plutôt que payer l'électricité. Et alors, bah oui, bon, ça on pouvait pas savoir à l'époque, mais donc là on se situe, donc j'imagine, à peu près en 2013, 14, 2014. 15, Ouais, quoi. c'est ça. Exactement. Et alors, donc tu tombes sur le white paper d'Ethereum et alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans le white paper d'Ethereum versus ce qui t'avait plu dans Bitcoin? Bah, j'avais pas trop de temps libre à l'époque, à part l'entretien au-delà de l'entretien du hardware et du software que je faisais tourner. Donc j'ai d'abord en fait, j'ai d'abord entendu parler d'Ethereum comme une monnaie que je pouvais miner avec mes GPU. J'ai pas du tout suivi les tous les débats autour de OK, on peut faire l'ICO d'Ethereum, on peut participer en Bitcoin, on peut participer de ça. En fait, j'étais pas connecté à l'écosystème communautaire crypto à ce moment-là. Je lisais des articles, je lisais des trucs sur des forums, mais je passais pas mon temps sur les Slack ou les autres moyens de communication qu'on avait à l'époque. Et en fait, Ethereum, je l'ai découvert comme sur un site de comparatif de mining qui disait en fait, mes GPU, tu peux miner ça comme ça, donc j'ai commencé à creuser un peu le sujet. Et en voyant que les logiciels de mining de l'époque, enfin, le logiciel de mining de l'époque, c'était installer Get, le nœud Ethereum d'origine, et ensuite faire tout le mining dans Get. Et Get était assez instable à l'époque, il y avait pas mal de trucs qu'il fallait corriger, qu'il fallait à adapter, quoi. Je me suis dit, bah, c'est quand même dommage. Là, apparemment, j'ai une bonne opportunité avec les cartes graphiques que j'ai actuellement. Il faut vraiment que j'arrive bien à faire fonctionner ça et j'avais besoin un peu plus de live debugging. Et ça m'a amené à rencontrer un peu les gens qui s'intéressaient au mining en France, qui avaient rencontré le même problème que moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu connecté avec l'écosystème, plus des hobbyistes et des communautaires, quoi. Et donc à l'époque c'était CryptoFR, le Slack de référence. Donc là, forcément, je débarque sur le Slack. Salut, j'ai une trentaine de GPU, je fais ça. Regarde, comment vous avez fait tourner ça? Est-ce que vous avez configuré Get? Est-ce qu'il y a des trucs à voir? Est-ce que vous overclockez? Enfin, on discute comme ça. Et là, il y a pas mal de gens de l'écosystème Ethereum naissant, genre des gens qui avaient suivi l'ICO, qui voulaient participer, qui voulaient en comprendre un peu mieux. On m'a passé le white paper, j'ai lu, je dis OK, on fait les smart contracts, d'accord, c'est cool. Mais comment marche mon nœud et comment je peux comment je peux mieux miner? Donc très opportuniste quand même au début, hein. C'était complètement ce qui m'intéressait à ce moment-là. Mais les interactions que j'ai avec les gens passionnés qui faisaient plus que du mining et qui s'intéressaient plus un peu à ce que permettait de faire la technologie, forcément, ouais, je trouvais j'ai commencé à découvrir la philosophie sous-jacente et à l'apprécier. Et surtout, j'ai commencé à connecter avec des gens qui étaient là depuis le tout début d'Ethereum, comme Adrien Charlan ou Thibaut Schaeffer. Adrien Charlan qui maintenant dirige Sysmo et Thibaut Schaeffer qui travaille à la fondation Ethereum pour un projet qui s'appelle Socrates de Zero Knowledge Proofs. Et aussi des gens moins ingénieurs,
tout aussi passionnés comme Simon Polro qui a commencé à écrire sur le sujet et à s'intéresser à la blockchain Ethereum. Et bon an mal an, on s'est dit tiens, on va organiser des on va organiser des ateliers pour comment bien installer un nœud et bien maintenir un nœud. Et on va organiser des ateliers sur écrire un smart contract ou sur la possibilité de faire des choses avec Ethereum au-delà de miner et autres. Et là, en fait, c'était un bon moment pour moi dans ma vie. Là, j'avais un job à plein temps, mais pas non plus pas au-delà des heures de bureau, quoi. Ça me laissait pas mal de temps libre pour faire des choses à côté et je rencontrais des gens très intéressants à ce moment-là de cet écosystème naissant que je me suis dit bah en fait il y a des gens passionnés qui sont hyper intéressants là-dedans, ça vaut le coup de creuser un peu plus et là c'était le tunnel quoi. Là il y avait tellement de choses à faire, tellement de trucs incroyables qui Et se donc là, passaient quand que tu dis c'est le tunnel, c'est-à-dire que c'est le lancement de l'association Asset, c'est ça? c'est ça. Asset, c'est l'ancien nom d'Ethereum France, A2SETH, comme association Ethereum. Qui était une structure qui avait pas d'existence légale initialement. Je crois que l'enregistrement a dû se faire en mi-2016, mais on organisait déjà des meet-ups fin 2015 bon, comme ça, juste pour se réunir, discuter de problèmes qu'on rencontre, discuter de ce qu'on peut faire. On a fait des premiers meet-ups, compiler un smart contract en Solidity, en Solidity 2. Alors on doit être à Solidity 7 ou 8 maintenant. Alors qu'est-ce que Solidity pour les gens qui ne savent pas, rapidement? Solidity, c'est le langage de programmation principal de la blockchain Ethereum. Donc, si on veut écrire un smart contract qui est déployable dans la blockchain Ethereum, il y a plusieurs langages qui permettent de le faire. Et ces langages, en fait, c'est pas directement du langage machine comme enfin, c'est pas directement, c'est pas très compliqué, c'est lisible, ça ressemble un peu à du JavaScript. Et Solidity fait partie de ceux qui sont les plus lisibles. Après, il y a des choses qui sont plus proches de la nomenclature de Python comme Viper, par exemple. Mais Solidity est vraiment le langage de référence, quoi. Initialement, on D'accord. s'est dit, comment on va créer un smart contract? On va créer un langage dédié à ça. Et ce langage, ça a été Solidity, dont les premières versions étaient très, 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 très brutes. C'est-à-dire qu'on écrivait du code et en fait, il y avait très peu d'orientation dans dans la nomenclature du code qui disait, enfin, tu t'étais rapidement amené à faire des erreurs et avoir des trucs qui compilaient pas, Bah, et les c'était le outils tout ne début en disaient même temps, pas, c'est en fait, normal. là, tu t'es trompé. Ouais. Là Ouais. où aujourd'hui, pour faire des parallèles, quand tu oublies quand tu oublies un point virgule à la fin de ta ligne de code, tu reçois un warning qui te dit, aïe, 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 là, t'as oublié une truc. Là, en fait, on savait pas trop comment ça va se passer. Parfois, enfin, quand ça compilait et qu'on pouvait déployer, on était super contents. Voilà. Il Mais y avait alors pas du coup, OpenZeta, il y avait pas de c'était trace. quoi les premiers? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de use cases sur les blockchains en termes de smart contract, il y a voilà la DeFi, etc. C'était quoi les premiers use cases à l'époque de smart contract? Vous écriviez quoi en fait? Alors, on s'était dit, la blockchain, ça allait permettre de faire des applications unstoppable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire n'importe quelle application, n'importe quel truc. La machine virtuelle Ethereum est Turing complete, ce qui veut dire que tu peux écrire a priori n'importe quel programme, n'importe quel truc. Sky is the limit, ça va être dingue. Il y avait des applications qui se lançaient, genre on va refaire Uber sur la blockchain, on va refaire ci, on va refaire ça. Un paquet des discussions, c'était les systèmes de gouvernance sur la blockchain, de pouvoir voter avec la blockchain. Ah, les DAO, c'est ça? Les DAO, il y a eu très rapidement, il y a les premiers standards de jetons qui sont apparus. Et postérieurement à ces standards de jetons, il y a eu les ventes de jetons. Donc les ICO étaient les premiers use cases. J'ai envie de dire que il y avait beaucoup d'ambition sur plein de projets, plein de choses possibles à faire, mais que l'état de la technologie et l'état des pratiques de code faisait que tu pouvais pas prototyper en 1 ou 2 mois et dire allez c'est parti. En revanche, avec les ICO, enfin avec le standard de token ERC20 puis les ICO, plein de projets ont pu se lancer pour tenter de faire quelque chose sur plus 12-18 mois devant eux quoi. Et donc très tôt, on a eu les ICO avec la première, les premières comme Engine, comme Gnosis, comme The DAO et autres. Donc là, on est début 2016, quoi. Donc quasiment après la sortie d'Ethereum, parce que Ethereum a go live en mainnet en juillet 2015.
Donc très tôt après, on s'est dit bon, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'idées, mais bon, pour financer ces idées, on va vendre des tokens. Euh, et ensuite, les gens se sont mis à coder, à essayer de faire des choses, quoi. Et- mais bon, comme dans toute histoire de venture, t'as pas quand t'as un dixième des boîtes qui arrive à une taille critique, c'est bien. Donc ça fait beaucoup de rebuts et ça fait beaucoup de jetons aussi qui traînent dans les wallets et qui savent pas trop comment bouger et comment se lister, parce que en même temps il y a une intersection entre le monde classique et le monde blockchain qui se fait par des centralized exchanges. Donc parfois les centralized exchanges ont le vent en poupe, parfois ils ont pas le vent en poupe, parfois ils ont des régulateurs d'accord, parfois ils ont des régulateurs pas d'accord. Dans des centralized Euh, exchange, hein, pour les auditeurs, c'est voilà Binance, Kraken, Coinbase, voilà toutes ces grandes plateformes internationales. il y a eu une Euh, période où être listé sur un exchange, c'était la garantie d'avoir un projet qui réussissait. Et puis ensuite, quand il y a eu trop de listings et trop de trucs un peu un peu so- un peu gris qui se listaient, il y a eu des problèmes avec certains exchanges qui délistaient des coins ou qui arrêtaient de faire du listing. Bref, il y a eu cette intersection entre plein de ce moment phare où tu as eu plein de tokens qui étaient en circulation et très peu de centralized exchanges qui listaient. Et il a fallu trouver une solution et j'ai envie de dire un peu la DeFi a été inventée comme ça, quoi. La finance centralisée est sortie de use case de token trading qui ne se permettait plus de se faire en centralized exchange, donc il a fallu les trouver d'autres façons de le faire, quoi. Ouais, bon, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur ce que c'est, là, ou en tout cas ta vision de la finance décentralisée. Si on revient sur justement donc tes débuts associatifs, si on peut dire, Mhm. je crois qu'il y a un voyage qui a un peu changé la trajectoire de tout ça. C'est un voyage à Shanghai Mhm. où tu as rencontré en fait les personnalités, on va dire les plus proéminentes du secteur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu as rencontré là-bas et qu'est-ce que ça a changé pour en tout cas l'asset qui est devenu donc Ethereum France et puis après aussi la trajectoire que tu as pu connaître après. Alors c'était effectivement Shanghai 2016, septembre 2016, un événement qui est organisé par la fondation qui s'appelle DevCon. Donc ils ont fait DevCon 0, 1 et 2, du coup DevCon 2. Qui est normalement chaque année le rassemblement enfin, tous les développeurs Ethereum se rassemblent autour de DevCon à ces périodes-là. Et avec Ethereum France qui était naissant, enfin Asset Ethereum France, parce qu'il y avait le site Ethereum France et Asset était le nom de l'association. Depuis, le nom de l'association est devenu Ethereum France. C'est une marque un peu plus visible, un peu plus facile à comprendre et à s'approprier. Et en fait, c'est une période assez particulière pour Ethereum parce que il y a eu un hack assez important en juin, juste avant, qui était la DAO. La DAO qui contenait à l'époque presque 12% des Ethers en circulation. Donc c'était énorme, quoi. On avait peut-être 10 millions d'Ethers dedans, je sais plus les chiffres exacts en tête, quoi. Le code de la DAO fait 800 lignes, quelque chose comme ça, quoi. Donc vraiment un gros smart contract. Et à l'époque, enfin, c'était le plus gros smart contract ever. On n'avait pas le recul sur comment fonctionnait la machine virtuelle, sur des problèmes qui pouvaient avoir lieu et tout ça. Et il se trouve qu'il y avait que la machine virtuelle Ethereum, le cœur d'Ethereum, fonctionnait bizarrement quand on faisait certaines choses avec les smart contracts. Et ce qui a mené à un siphonnage des tokens qui étaient des Ethers qui étaient dans la DAO. Après ça, il y a eu de gros Donc débats au sein de la communauté. c'est les 12% des Ethers en circulation qui se sont fait siphonner à l'époque? Alors techniquement, ils se faisaient, enfin, tu pouvais siphonner la DAO, mais comme tout le monde pouvait siphonner la DAO, il y a plein de gens qui siphonnaient la DAO en même temps. Et ça créait des sous-DAO qui contenaient d'autres tokens qui étaient siphonnés, et tout le monde se siphonnait les uns les autres. Donc il y avait des black hats et des white hats qui essayaient de siphonner et de contre-siphonner. Et en fait, les Ethers étaient bloqués pour des périodes de locking qui étaient dues au fonctionnement du smart contract, mais ils étaient en train de se déplacer, quoi. Et donc il y a eu un mois dans lesquels ces périodes de flottement inhérents au code se passaient, mais en fait l'argent était passé de smart contract en smart contract et on savait qu'il y avait des adresses qui contrôlaient ces trucs-là et qui étaient mal intentionnées et d'autres qui essayaient de siphonner afin de redistribuer plus tard, quoi. Ouais, de récupérer, ouais, c'est ça les actifs. Et au bout d'un mois, un mois de discussion au sein de la communauté, genre qu'est-ce qu'on fait? En fait, ouais, effectivement, on n'a pas prévu que la machine virtuelle se comportait comme ça.
ça a été mis dans le smart contract, mais en même temps, on n'avait pas le recul nécessaire pour voir que ça allait y avoir ce genre de bug. Et il a été proposé une fork, c'est-à-dire qu'on a dit, ok, est-ce que vous voulez changer putativement ce qui se passe dans le code de smart contract pour le remplacer par ça. Et ce changement a été proposé aux mineurs. Et les mineurs ont voté à 99,6%. Ok, ben on fait le changement et on dit que à cet endroit du code, c'est plus ça, mais c'est ça qui s'exécute. Et tout le monde a été remboursé. Enfin, tous les tokens qui étaient en train de se déplacer dans tous les sens ont été rendus aux personnes qui avaient initialement fait leur dépôt. Mais ça a lancé un énorme débat parce que jusqu'à présent on disait mais code is law quoi. Bien sûr. Le code c'est la loi, quand c'est dedans, ça bouge pas quoi. Mais comme dans toutes les blockchains, quel que soit leur système de consensus, les gens qui votent dans ce consensus, qui votent avec leur puissance de calcul ou qui votent avec les tokens qui sont at stake, quand il y a un système de consensus, la blockchain a une version canonique qui est ce que les gens ont voté avec ce pouvoir de vote quoi. Et donc, même en proof of work Ethereum de l'époque, les mineurs qui avaient le pouvoir ont dit, ok, vous nous avez proposé ce changement et on l'accepte. Donc, code is law jusqu'à ce qu'il y ait un référendum et que les gens disent, ouais, en fait, où est-ce qu'on va chercher le dernier mot? On va le chercher dans la puissance de calcul ou dans le staking, maintenant qu'on est en proof of stake. En tout cas, ce changement se fait et puis Donc là, c'est un Defcon peu arrive quelques c'est mois. Ethereum 1.5 finalement, c'est-à-dire qu'il y a la naissance de Ethereum classique d'un côté et Ouais. du coup la nouvelle blockchain qui, bon, elle reste Ethereum, mais Alors, il y a une fork minoritaire qui est créée, qui est Ethereum classique, effectivement, qui a été. Alors, toute l'histoire d'Ethereum classique a été complètement rocambolesque. C'est une énorme opportunité pour les exchanges. Il y a eu des malversations majeures au moment de ce lancement, et puis il y a pas mal de controverses autour de ce lancement, puis pas mal d'attaques à 51%, parce qu'il y a pas beaucoup d'activités sur Ethereum classique néanmoins. Et grosse scission et gros débat au sein de la communauté parce qu'il y a toujours des débats assez extrêmes sur ces trucs-là. Et on arrive à Defcon 2, donc à Shanghai là-dessus. Et pour moi, je connaissais l'écosystème Ethereum un peu français qui était peut-être une trentaine de personnes max. Et je connaissais pas, je voyais des noms, je voyais des trucs, on discutait sur des forums, mais je connaissais pas la fondation, je connaissais pas les gens de la fondation non plus, ni même les gens qui faisaient des projets avec un peu plus d'ambition autour de ça. Et je me pointe à Defcon 2 effectivement avec pas mal de Français. Et là, je me retrouve tout content, quoi, tout impressionné et extatique. Genre, qu'est-ce qui va se passer? On va rencontrer les gens, c'est trop bien, c'est passionnant. On va voir tout ce qui se passe. Et puis en plus, il y a eu plein de dramas les mois précédents. La veille de la conférence, je suis au bord de l'hôtel, genre trop bien, on va voir des gens. Et je me souviens je commande un whisky, et je vois quelqu'un qui se met à côté de moi, genre on aurait dit Saruman, le type, il a porté un bob et il avait les cheveux jusqu'aux hanches, hein, et une énorme barbe jusqu'aux hanches. Et il me dit, salut, je peux prendre un verre avec toi, je viens d'arriver. Je fais, cool, vous êtes en vacances, vous faites quelque chose ici, monsieur. Enfin, c'est sympa, vous visitez la Chine. Le mec me dit, non, je suis là pour la conférence demain. Ah, trop cool, waouh. Fine, je pensais que j'allais juste croiser des ados super motivés ou quoi. Non, en fait, le mec devait avoir 60 ans, quoi. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites dans l'écosystème? Il dit, c'est moi qui m'occupe de coder le VM. Ah oui, d'accord. le VM C'est c'est le la machine virtuelle Ethereum, quoi. Vraiment ouais, c'est ça. le cœur du truc, quoi. Genre, ok, c'est comme ça que j'ai rencontré Greg Colvin, un des gourous de la machine virtuelle Ethereum. Donc très sympa, genre bon, okay, des rencontres comme ça, on en a fait plein au moment de Defcon, puisqu'il y avait peut-être 700 personnes à Defcon à ce moment-là. C'est ça en gros les attendees. Et le matin même de Defcon, il y a eu une attaque sur le réseau Ethereum pour essayer de faire tomber le réseau en demandant des exécutions de code qui étaient mal optimisés. Et donc quelqu'un en fait payait des frais de gaz pour exécuter du code mal optimisé, juste dans le but de ralentir le réseau bon, bref, l'attaque a coûté très cher, mais c'était juste pour le principe d'attaquer. Et donc pendant 2 heures, les développeurs Ethereum étaient en train d'essayer de faire des updates de get et des nœuds pour essayer d'optimiser ça, de ralentir le flow de l'attaque. Et puis badaboum, voilà, Vitalik débarque sur scène en disant salut, voilà, on fait Ethereum, c'est cool, merci d'être là, voilà les dernières évolutions. Et juste derrière, il y a
une partie de l'équipe qui avait codé le code de la DAO qui monte sur scène pour faire un talk sur la sécurité des contrats. Drôle, ironique. Très drôle, très ironique, mais Christophe Jens, qui vient d'ailleurs speaker à HTC, à la fin de son talk, voilà, t'as un Allemand, ingénieur allemand, tout ce que tu peux imaginer comme caricature d'ingénieur allemand qui vient, qui t'explique, voilà, les contrats, c'est compliqué, il faut faire attention, la sécurité est là, avec son fort accent bavarois. Et à la fin, les larmes aux yeux, il dit merci à tout l'écosystème de nous avoir soutenus pendant les mois difficiles, on a traversé des choses, etc. Et puis, standing ovation dans la salle, et tu te dis, bon, en fait, on va bien s'amuser pendant les années à venir, quoi. Génial, génial. Donc après ça, on s'est dit bon, en fait, on passe, l'écosystème est super cool. On voit la fondation Ethereum, les gens qui bossent à la fondation, les gens qui bossent sur des boîtes autour. Alors Consensus veut se c'est quoi lancer. exactement la fondation Ethereum, très rapidement? Alors toutes les blockchains sont à peu près organisées comme ça. C'est que t'as une fondation qui est qui va, parce que c'est plus facile de mettre de la crypto dans les fondations dès les années 2014-2015, et on savait pas trop comment mettre de la crypto dans une boîte. Et donc on a mis de la crypto dans une fondation, on a mis la fondation en Suisse, et c'est devenu la recette. Genre, si tu regardes NIR, ils ont une fondation, Tezos, ils ont une fondation, enfin toutes les blockchains quasiment ont des fondations de cette organisation. Et la fondation en fait dit je récupère de la crypto ou je récupère des fiat, j'émets de la crypto, j'en garde. Enfin en tout cas c'est une fondation dont l'objet en général est de développer un protocole blockchain, de le développer de façon open source, et de dire ce que j'ai comme trésor de guerre, je vais l'utiliser pour payer des boîtes pour faire ce développement, et faire de la formation des développeurs et des événements qui forment les développeurs. Donc la fondation Ethereum est l'entité qui s'occupe du développement d'Ethereum. Donc quand vous voyez quelqu'un sur un réseau social ou sur LinkedIn qui dit Ethereum Foundation, c'est quelqu'un qui est payé par la fondation pour faire de la R&D sur Ethereum. D'accord. Ou organiser des events ou faire des choses autour d'Ethereum. Et Ethereum France n'a pas de lien avec la fondation Ethereum, si ce n'est qu'on a Ethereum dans notre nom. Et vous retrouverez très rarement des gens qui utilisent le logo Ethereum sans être directement liés à la fondation, ou qui ont dans leur nom Ethereum sans être directement liés à la fondation, parce que après la vague d'Ethereum classique, le nom a été déposé pour dire ok, ouais, voilà, Ethereum c'est ça et c'est tout. Et nous, comme historiquement on était la première entité différente de la fondation à faire des trucs, et qu'on était assez bien perçus, on n'a jamais eu de problème, ils nous ont laissé utiliser le nom et tout. Et postérieurement à DEFCON 2 à Shanghai, en fait, on est rentré en contact direct avec pas mal de gens de la fondation et Vitalik et autres, qui nous ont dit, en fait, on aimerait bien qu'il y ait plus d'initiatives communautaires d'organisation d'événements. EdCon, qui est organisé par une boîte chinoise qui s'appelle LinkTime, voudrait organiser un premier événement à Paris. Est-ce que vous voulez les aider? Et c'est comme ça qu'en fait Ethereum France s'est impliqué dans l'organisation d'événements, et EdCon était notre première conférence organisée à Paris, et ensuite on a fait HTC sur le même modèle, quoi. Super. Bah écoute, on reviendra un tout petit peu plus tard sur ATC, parce que je pense que c'est une actualité un peu brûlante, parce que c'est dans 2 semaines, c'est ça? C'est SCC. attends, je regarde sur le site parce que je sais jamais exactement. Il y a un décompte qui est tout bien. 2 semaines, 2 jours, 20 heures et 23 minutes et 4, 3, 2, 1 seconde. Non mais écoute, tant qu'on y est, vas-y, raconte-nous alors. Donc SCC, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'acronyme de Ethereum Community Conference, donc ETHCC ou ETHCC, ou etc. On n'est pas très bon pour trouver des noms. Tu vois, Asset, c'est C'est rigolo. un asset avec un H, quoi. ETHCC aussi. Et en fait, initialement, EdCon devait avoir lieu chaque année en Europe. Et quand EdCon a fait cette deuxième édition au Canada, on s'est dit, bon, ok, en fait, il n'y aura pas de conférence Ethereum tous les ans en Europe. Et on s'est bien amusé à faire une conférence à Paris. Donc autant refaire une conférence à Paris quand même, pourquoi pas. Et donc on se retrouve à DEFCON 3 qui se passe à Cancun je sais plus si c'est octobre ou novembre 2017, mais dans cette période-là, automne 2017. Et avec les quelques membres du bureau qui sont là, on se dit putain, ce serait quand même cool de refaire un event. C'était pas trop compliqué de le faire la première année. Je pense qu'on devrait réussir à le faire encore une fois. On n'a qu'à l'appeler HTC, et puis allez, c'est parti, on va trouver quelque chose, quoi. Donc là, on a été parler à tous les gens qui étaient là à DEFCON en leur disant on refait un event à Paris, ça vous chauffe, on se voit en mars, venez à Paris, venez à Paris, venez à Paris. Cancun, on était passé de 700 personnes à DEFCON à probablement 1000, 1200, quoi.
Donc l'écosystème n'avait pas non plus explosé. On avait des contacts directs avec tout le monde. On a dit bon les gars, rendez-vous en mars. On a vous êtes OK? Allez, on remplit ce formulaire Google et ramène-toi quoi. Ensuite, on a essayé de trouver un lieu. Moi, avec mes expériences d'enseignement, j'avais quelques contacts dans des écoles. Je me rapproche du CNAM et je leur dis, hey, vous voulez, vous voulez hoster une conférence Ethereum? On va faire quelque chose un peu de briquet de broc, on verra bien, quoi. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que les gens ont acheté leur place. D'ailleurs, merci d'avoir acheté vos places en 2017 pour être ici. Comme c'était une école, il y a quasiment pas de contrôle à l'entrée, mais on checkait vite fait les billets. Il y avait ouais, 5-6 amphis qui étaient ouverts. Et puis, en gros, les gens se pointaient dans les amphis et puis basta, quoi. Les gens, ça, c'était vraiment bootstrap. On a fait cette première édition qui était très cool. Je crois qu'on avait un truc comme 300 000 euros de budget initialement. Voilà, on a reçu des sponsors, des gens qui ont accepté de financer un peu tout ça. On a pu tout enregistrer, tout mettre en ligne, tout bien. Et on s'est dit, bah voilà, on l'a fait quoi. 500 et quelques personnes la première année, et puis quasiment chaque année on a doublé ensuite. Et chaque année on a essayé de réorganiser cet event en disant, chaque année il y a un truc qui se passe à Paris, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il Covid pas, et que ce soit beer ou bull market, on fait cet événement, et on fait cet événement en tant qu'association à but non lucratif. Donc en gros, on prend le budget projeté, on rajoute 10% pour être sûr de pas être under, et on décide de diviser les coûts entre à peu près moitié sponsor, moitié attendees, histoire de pas traire ni l'un ni l'autre. Et on se retrouve comme ça avec là cette année 4 jours de conf, 300 et quelques speakers pour 400 euros les 4 jours quoi. Et donc c'est quoi? C'est plutôt orienté pour les développeurs, c'est plutôt orienté pour Ouais. les projets, pour C'est plutôt orienté pour les développeurs. En fait, le positionnement enfin, dans les conférences crypto, aujourd'hui, il y a énormément de compétition sur du contenu à destination du grand public, du contenu à destination des investisseurs, du contenu à destination des professionnels. Et c'est d'autres budgets, d'autres trucs. Je veux dire, on n'a pas du tout vocation à se comparer avec d'autres événements comme par exemple Blockchain Week Summit ou Proof of Talk ou autres qui se lancent autour de ça, parce qu'ils adressent pas du tout la même audience que nous. Euh, voilà, si tu veux passer 1 heure de workshop sur comment faire du fuzzing sur un contrat pour trouver ses bugs, bah voilà, en fait, ça va se passer à être ici, quoi. Par contre, si tu veux entendre le CEO d'un exchange te pitcher pourquoi la blockchain c'est révolutionnaire, ou un panel sur le sujet avec un truc, c'est pas chez nous que ça va se passer. D'accord. Maintenant, comme notre écosystème est très orienté tech encore dans son aujourd'hui quoi. Aussi que la vie d'un protocole blockchain est très technocratique. Tu vois, les gens qui ont de l'influence et qui font avancer les choses sont souvent des gens avec un gros background technique. Ça reste une conférence très courue parce que toutes les boîtes de l'écosystème ont besoin d'être visibles pour montrer leur tech dans ce genre de rendez-vous. Et les premiers clients et leur première vague de recrutement se fait toujours là-dedans. Donc on arrive à avoir une conférence qui est toujours euh, bien courue et bien et bien fournie en speaker quoi. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu as des tips pour les gens qui veulent avoir des places? Parce que je crois que ça s'arrache. Ça part Alors très très aujourd'hui à vite. 16h, il y a une dernière vente de tickets. Alors ça s'est pas toujours arraché, hein. Le premier HCC, on était sold out l'avant-veille. Voilà. Magnifique. Le deuxième HCC, on était sold out aussi l'avant-veille. Le troisième HCC, c'était sacrément le bear market, genre vraiment le dur, dans le dur, quoi. Genre quoi, Ethereum à 100 $? Non, on avait eu un décrochage de 1400 à 80 $, quoi. Genre, ça Et fait une belle. En fait, enfin voilà, la crypto, on en parle avec le sourire quand ça fait des années qu'on est là-dedans, parce que en fait, on a tellement été habitué à des bourrasques et à des ajustements très violents que ouais, bon, d'accord.
ok, oui, d'accord, bon, ça a perdu beaucoup, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bon, effectivement, quelqu'un qui n'a jamais mis de l'argent que dans un PEA et qui achète de la crypto se dit, bah, je comprends pas, c'était à 10, c'est à 1 maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et le lendemain, ah, c'est à 0,5, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'est jamais arrivé sur un truc listé. Alors, il se trouve que maintenant, sur le truc listé, t'as quand même des dégringolades pareilles. Mais pour ceux qui ont écouté la partie sur la DAO, l'Ether était à $20 et il est tombé à 2 à ce moment-là, quoi. Ouais, Donc c'est une bonne épreuve du feu, quoi. Tu te dis ah ouais, bien ça sûr. peut ça peut se passer comme ça. Donc effectivement on avait un gros décrochage de l'Ether de 1400 à $80 et donc un peu compliqué de trouver des sponsors, de trouver des trucs. On a eu des sponsors de dernière minute qui sont venus et on a pu assurer quand même la conférence. Mais c'est vrai que les 3 dernières éditions, que ce soit enfin 21, 22 et 23, je considère 23 aussi dans comme la dernière, on sold out dans quelques minutes effectivement. Parce que les places sont pas chères, parce que l'événement est bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent et aussi parce que de toute façon il y a tellement de choses qui se passent à Paris à ce moment-là que les gens viennent dans tous les cas, mais se disent c'est dommage, j'ai pas de ticket pour le main event, faut que j'essaie d'en trouver un. Donc maintenant on fait des day pass. Donc si vous voulez venir juste pour un jour, c'est possible et on vend les tickets pour les day pass à 16 heures, ce qui nous permet aussi de faire des roulements sur les boosts des sponsors pour dire moi je fais que de la DeFi donc je veux un boost pour le journée où il y a que de la DeFi et ça permet aussi d'un peu mieux organiser. Cette année c'est une année où on change un peu le mode d'organisation, c'est-à-dire que lundi tous les jours il y a 3 tracks. Et on commence lundi par les tracks. Attends, je sais plus. Je sais qu'il y a c'est DeFi et sécurité lundi. Et la troisième, j'oublie Petit toujours la sujet, troisième. un tout On petit fait- on- sujet. on- voilà, tout petit sujet le premier jour. Alors c'était historiquement la track qui était la plus demandée, la track DeFi. Et cette année, c'est en compétition avec la track Layer 2, qui est très 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 demandée aussi. Et donc, vous allez pouvoir prendre vos billets par jour si vous n'avez pas encore vos billets. Donc, vous pouvez prendre le ticket juste pour un jour pour voir ce qui s'y passe ce jour-là. Et le premier jour, c'est effectivement DeFi, sécurité et economics. Tokenomics, disons. Blockchain economics, tokenomics. Donc, si vous prenez votre billet pour le lundi, vous avez cette track-là. Si vous prenez votre billet pour le mardi, vous avez Blockchain for Good, Enterprise et Privacy comme sujet. Et Vitalik parlera mardi. Donc, si vous voulez absolument voir Vitalik, c'est plutôt le mardi qu'il faut prendre la place. Mercredi, c'est Gaming, NFT et Rollup Layer 2. Et le dernier jour, jeudi, ce sera Developer Tools, UX UI et Web3 Culture. Bah, magnifique. Bah, écoute, on mettra de toute façon le lien vers le site de SEC dans la description du podcast ou sous la vidéo sur YouTube. 16 Écoute, je heures pense qu'on a fait vendredi. un Si gros vous point n'avez pas sur de ta, place, il vaut ouais, mieux on a fait un gros aller. point sur ta vie, en tout cas ta vie dans la communauté d'Ethereum. Moi, ça m'intéresse qu'on revienne un peu sur ta vie pro aussi. Ok. Parce que oui, tu travailles aussi, Je tu gagnes de travaille aussi, l'argent, oui. C'est pas voilà, que. et qu'on revienne un petit peu en fait sur, parce que t'as quand même travaillé dans des sociétés vraiment prestigieuses du secteur et t'as fini par devenir entrepreneur. Est-ce que tu peux revenir assez rapidement donc sur tes débuts chez Ernst Young, enfin EY, Consensus Ledger assez rapidement et puis vraiment nous ouvrir sur pourquoi Comet, comment t'es arrivé là et puis après surtout qu'est-ce que c'est Comet? Alors, effectivement, HTC est fait complètement at cost et pour la plupart des gens bénévolement. Moi, je suis bénévole dans HTC jusqu'à présent aussi et on publie nos comptes. Donc, vous pouvez aller voir comment ça se passe. Mais initialement, ça nous a permis d'être assez visible pour tous les gens qui travaillaient, qui donnaient du temps à cette activité communautaire. Et c'est ce qui m'a permis de rentrer chez EY en fait, parce que à l'époque, je bossais encore pour les statistiques de la protection sociale, je crois en 2015-2016. Je bossais pour un cabinet de recherche parapublic à ce moment-là, qui s'appelait COE Rexecode, je crois. Et j'écrivais des articles sur Ethereum France. Et Ernst Young et d'autres Big Four commençaient à monter des équipes de data et d'innovation et s'intéresser à l'intelligence artificielle. C'était la grosse mode de lancer des labs. Donc on lançait le lab KPMG, le lab EY et tout. Enfin, partout ça se passait comme ça.
Et ce qui s'est passé, c'est que le lab d'EY, en fait, s'est formé par le rachat d'une entreprise de big data, qui étaient des consultants à big data et des implémenteurs de solutions big data. Et un des partenaires de ce qui est devenu partenaire EY à ce moment-là, que je salue au passage, Xavier de Boissieu, lui commençait à regarder le sujet de la blockchain, il voyait qu'il y avait des choses qui s'y passaient, et il avait envie de monter une équipe dédiée à ça. Et j'étais approché par d'autres Big Four qui avaient plus une approche marketing ou une approche vraiment consulting de loin. Et donc, je suis en conversation avec plusieurs d'entre eux. Et EY, eux, ils avaient vraiment une approche ingénierie. Genre, on veut faire du code, on veut déployer des nœuds, on veut former nos gens. Sinon, on prendra pas le bon pli. Et c'est comme ça que je suis parti chez EY. Ils m'ont proposé d'être manager de l'équipe blockchain qui était à former et à créer. Et donc j'ai commencé par là. Donc ça a été mes débuts professionnels dans la blockchain en début 2016. Et 2016 était une année incroyable puisque on a eu les ICO, on a eu plein de coups de projecteur sur la blockchain à ce moment-là. Le Bitcoin explosait, l'Ether explosait. Donc ça donnait envie aux grands comptes de s'y intéresser. Donc on faisait beaucoup de formations, beaucoup d'acculturation auprès de Comex, quelques projets marrants aussi. Pour vous donner un exemple, il y avait la Royal Mint, donc l'équivalent de la monnaie de Paris, mais qui gère vraiment l'émission des coins pour tout le Commonwealth, qui lançait un projet sur de la custody de lingots d'or, mais en même temps l'émission de tokens. Enfin, c'était plein de projets super intéressants. Et je rencontre Consensus de plus en plus dans des conférences. Et puis Consensus voulait s'étendre hors des États-Unis, et ils m'ont proposé d'ouvrir le bureau français. Alors juste Ce que j'ai Consensus, fait. qu'est-ce que c'est en quelques phrases? Consensus, c'était un startup studio. Donc, le principe du startup studio, c'est que vous venez le voir et vous dites, j'ai envie de faire une startup. Je sais pas, j'ai envie de mettre des chaises dans la blockchain parce que on possédait son fauteuil, c'est quand même trop bien, mais on possédait une version numérique. Donc voilà, tout pitch était bon à prendre. Voilà, j'ai envie de faire ça. Il dit, ok, je prends une partie de votre equity, je vais vous embaucher et je vais vous proposer de le faire. Vous avez tel budget pour arriver jusque là, et quand vous y arriverez pas, bah, c'est pas grave. Si vous avez bien développé, on vous mettra sur un autre projet qui se lance comme ça. Et donc, Consensus, c'est incubé des centaines de projets. Certains, si vous êtes dans la blockchain, vous allez les utiliser, comme MetaMask, Infura, Gnosis aussi a été incubé comme ça par Consensus. Enfin, plein de choses, et plein de choses qui se sont plantées parce que mauvaise idée, parce que trop tôt, parce que trop tard. Je sais pas, les chaises dans la blockchain, on l'a pas fait. Par contre, Ujo Music, qui était une solution de gestion des droits des artistes dans la musique, émettait des NFT avec des trucs de distribution des droits quand on envoyait de l'argent sur les NFT. Enfin, c'était super bien. C'était fait en 2016-2017, hyper en avance. Ah ouais. Et ça juste ça s'est pas passé, quoi. Des solutions d'AMM aussi, des alternatives à Uniswap, des solutions de stablecoin aussi. Enfin, tout un tas de trucs ont été incubés, et puis le time to market n'était pas toujours le bon. Les équipes dirigeantes qui s'occupaient de gérer ce truc n'étaient pas toujours les bonnes. Les équipes côté Consensus pour les accompagner n'étaient pas toujours les bonnes. Enfin, plein de trucs comme ça. Mais ça a énormément aidé au lancement de l'écosystème. Et quand je suis arrivé chez Consensus, l'objectif était de soutenir les projets qui émergeaient parmi ceux qui avaient le plus de chances d'avoir un succès. Donc de leur trouver un go-to-market dans les différentes régions dans lesquelles Consensus était implémenté, et aussi de commencer à accompagner des grands comptes à une transition blockchain. Tout en ayant en tête que si on a des produits à leur distribuer parmi notre portefeuille, faut le faire, et aussi d'investir dans les startups françaises qui commençaient à émerger dans l'écosystème, quoi. Donc je faisais la due diligence technique de plusieurs boîtes qui ont très bien fonctionné. Consensus a investi dans Sorar après une due diligence technique que j'avais fait chez eux. Et j'ai rencontré ma femme aussi, puisque j'ai rencontré Ambre Soubirand de Kaiko, qui cherchait à lever des fonds pour son seed. Et puis on m'a dit, oh, c'est trop bien ce que vous faites, c'est parti, quoi. Faisons des enfants. Et on a des enfants, voilà. Sur la blockchain. Ouais. Sur la blockchain. Alors oui, parce que j'ai quelques validateurs sur Ethereum 2, et j'écris, je fais mes faire-part de naissance en graffiti dans les blocs que je trouve. C'est Voilà. très très drôle.
C'est très très drôle. C'est très très drôle. Et donc tu restes chez Consensus combien de temps du coup? 3 ans, 3 ans d'ébullition, puisqu'on a les effectifs de Consensus suivent souvent le prix de l'Ether. Donc un scale up, scale down, scale up, scale down. Donc quand j'avais le début de la trentaine à ce moment-là, donc des gros scale up, des gros scale down, c'est des expériences intéressantes en termes managérial, mais aussi éprouvantes en termes professionnels et physiques. Et vers fin 2019, je me fais approcher par Ledger qui cherchait à recruter quelqu'un pour s'occuper d'une mission un peu transverse B2B et B2C, d'alignement des ambitions en termes de client success sur le consommateur et sur l'entreprise, et cherchait aussi à se muscler un petit peu sur ce qu'il faisait sur Ethereum. Et voilà, j'avais envie d'une nouvelle expérience, j'avais envie d'une nouvelle aventure. Et comme Ledger était en train de préparer sa série C, je me suis dit que c'était le bon moment de rejoindre ce bateau. Donc voilà, je bossais pour un peu plus d'un an chez Ledger pour ça. J'ai mené un peu l'introduction d'Ethereum 2 dans le Ledger Live, quelques évolutions qu'on a fait côté DeFi, et aidé à faire évoluer le produit côté B2B et B2C. Et postérieurement à la série C, j'avais un peu d'argent, j'avais gagné un peu d'argent avec la série C, donc je me suis dit bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? À l'époque, je me remettais à jouer aux jeux vidéo et ma femme me disait que je jouais trop aux jeux vidéo et qu'il était temps fallait que je T'en faire joue, quelque chose. fallait que j'en fasse quelque chose, quoi. Voilà. C'est ok que tu joues aux jeux vidéo, mais je joue plutôt au bureau. Donc voilà, maintenant je fais de la veille concurrentielle quand je joue aux jeux vidéo. Et j'avais une idée qui me tournait dans la tête depuis assez longtemps, qui était de mettre des jeux dans la blockchain. Je trouvais que c'était potentiellement une très bonne façon de mettre la blockchain dans toutes les mains, que de faire jouer aux jeux vidéo les gens et d'utiliser la blockchain en dessous sans forcément s'en rendre compte, mais ne serait-ce que les familiariser à la blockchain via le jeu vidéo, qui était quelque chose qu'on faisait dans des ateliers de recrutement, dans des écoles d'ingénieurs et tout ça. Bien sûr. Mais aussi en grattant un peu le sujet, on se rendait compte qu'on pouvait faire des choses très différentes de ce qu'on faisait en jeu vidéo aujourd'hui grâce à la blockchain. Et c'est comme ça que Comet est né. Initialement, c'était un projet R&D, side project R&D de mettre un jeu vidéo dans la blockchain. Et on a été les premiers à le faire avec Dark Forest à San Francisco. Je crois que l'équipe initiale est de la côte ouest, qui était un jeu fully on-chain, avec Avegochi qui eux étaient à Singapour, et qui ont essayé de mettre un jeu fully on-chain. Enfin, entre janvier et février 2021, c'est les premiers jeux qui étaient fully on-chain qui sont sortis, dont nous, qui ont fait un jeu fully on-chain qui n'a plus de contenu additionnel créé aujourd'hui pour le moment, mais qui continue de tourner puisque en fait il est complètement en smart contract, donc le jeu s'arrêtera quand la blockchain Polygon dans laquelle il est déployé s'arrêtera, quoi. Mais alors ça veut dire quoi mettre un jeu sur la blockchain concrètement? Alors en fait il y a pas mal de jeux qui se disent jeux blockchain parce que en gros il y a des NFT, c'est-à-dire ils ont vendu des NFT pour représenter les assets de leur jeu et puis ça s'arrête là, quoi. C'est déjà cool, quoi. J'ai acheté un personnage et puis je peux jouer à un jeu comme si j'avais acheté la licence, et je peux échanger mon personnage et le vendre, quoi. Ok. C'est ça. Ça c'est une façon, disons, web 2.05. Enfin, au lieu de vendre une licence, j'ai vendu un NFT et puis je construis quelque chose autour. C'est 2.05 parce que ça permet l'interopérabilité. Tu vois, je peux quand même te dire, ce personnage, tu vas pouvoir l'utiliser dans un prochain jeu où il y a une utilité, il y a quelque chose. Mais ça c'est vrai, ça, ou pas? Concrètement, enfin, la promesse, tout le monde peut la comprendre, mais est-ce que ça s'est concrètement réalisé aujourd'hui? Alors, comme beaucoup de ces jeux ont vendu les NFT avant d'avoir le jeu prêt, il y a le risque que le jeu arrive pas au bout de son développement et qu'en fait le truc arrive jamais. J'ai pas de statistiques en tête, mais comme beaucoup de Kickstarter, au début de Kickstarter, il y a forcément des sorties de route, quoi. Pour beaucoup des jeux qui sont arrivés au bout, effectivement, on peut jouer avec son personnage et on est content de l'avoir. Mais surtout, ça remet, rien que dans cette application-là, ça remet la possibilité des propriétaires de faire du secondaire. Alors, quand t'achetais ta cartouche de Street Fighter 2, tu pouvais la revendre à ton magasin de jeux, quoi. Ouais, voilà, le magasin de jeux te disait je vous le reprends 50 francs et je le vends 75, quoi. D'accord, mais en tout cas, il y avait un secondaire, quoi. La dématérialisation a complètement enlevé ça. Tant mieux. Maintenant, on a au moins ça avec la version blockchainisée des licences sous la forme de NFT pour jouer.
Mais mettre un jeu fully on-chain, ça veut dire que l'ensemble du jeu s'exécute dans la chaîne. C'est-à-dire, au lieu d'installer une application et de dire, bah voilà, je joue au jeu, non, en fait, tu vas peut-être charger un front-end ou installer un front-end, mais tout le mécanisme du jeu, tout le jeu s'exécute dans la chaîne. Et ça a été fait, genre pour ceux qui connaissent Minecraft, il y a une version de Minecraft qui s'appelle Opicraft. Donc tu as Minecraft qui tourne complètement dans un optimistic rollup. Bah, voilà, on crée. C'est incroyable, ça veut dire que tant que la génial. blockchain existe, comme tu Tant que disais la tout à blockchain l'heure, tant que existe, on peut y le jouer. jeu existe. Voilà. Et les apports, disons, immédiats de tout ça, c'est que déjà, tu as une hyperfinancialisation de l'économie du jeu qui est possible, puisque en fait, ce jeu tourne fully on-chain. Donc, tout ce qui est primitif de fonctionnement de la blockchain pour manipuler des tokens, genre que ce soit des automated market makers comme Uniswap, bah, c'est disponible pour le jeu. Que ce soit des places de marché où on peut s'échanger des objets, bah, tu les as dans le jeu. Et pour un jeu indépendant, tu vois, la partie créer la partie networking, permettre aux joueurs de se connecter et de faire des échanges ensemble, c'est une horreur. Bah, en fait, juste le petit bout de blockchain, ça te permet de l'avoir dès le début. On peut considérer que la blockchain dans laquelle elle s'exécute fait partie un peu du metagame, c'est-à-dire, bah, vu qu'il y a un système de propriété géré par la cryptographie, bah, il peut y avoir une politique qui peut s'organiser autour de ça. Il peut avoir un système de statut social qui peut s'organiser autour de ça. Donc en fait, la blockchain te donne à ton jeu une extension de visibilité sociale numérique à l'intérieur, qui peut créer des histoires intéressantes à voir autour de ça. Et ensuite, pour pas du tout parler de métaverse, mais plutôt de monde autonome, lorsque le jeu s'exécute complètement dans la chaîne, il est aussi autonome que cette chaîne existe. Et donc, ça permet aux créateurs et aux contributeurs et à l'interopérabilité d'émerger de tout ça, quoi. Pour caricaturer, en fait, si je fais un personnage sur World of Warcraft et que Blizzard décide que voilà, on se retire de la France, bah j'ai plus de personnage World of Warcraft, quoi. On m'a enlevé mon perso, quoi. Ouais, et là, ça ne pourra pas arriver avec la blockchain. Ça peut pas arriver avec la blockchain. Donc, tu es un des premiers jeux, finalement, fully on-chain à te lancer, et je crois que ta vision pour Comet est d'aller un peu plus loin, parce qu'en fait, tu développes beaucoup de choses nouvelles que tu proposes aux autres. Tout ce qu'on fait, le succès du premier jeu nous a amené à faire une levée de fonds dont l'objectif était de créer un deuxième jeu pour mieux organiser la tech et aller toucher un public plus large. Et tout ce qu'on a fait comme stack technique pour le jeu, on le distribue à des tiers. Voilà, des tiers qui sont des jeux vidéo ou des applications qui ont des ambitions un peu plus mass market. Puisque voilà, aujourd'hui sur le premier jeu, on a eu un peu plus de 10 000 joueurs. Sur le deuxième jeu, qui est à la fin de sa phase de bêta, là, on est en train de le refactoriser et le remasteriser pour le grand public. On a eu un peu plus de 80 000 joueurs qui ont essayé le jeu et quelques 5 à 6 000 qui sont encore actifs tous les mois. Donc on a bien grossi tout ça et ça tire beaucoup de choses en termes de qualité de la tech et de qualité du middleware et du smart et de la partie blockchain et smart contract. Et cette expertise, en fait, on la distribue as a service, sous forme software as a service à des tiers comme Française des Jeux, comme Lacoste et autres. Ouais, incroyable. Non, c'est vraiment, en fait, tu pars de ton propre jeu pour développer, en fait, un vrai stack technique et être un éditeur de solutions, pour tous ceux qui, voilà, tu es vraiment le pionnier et tu écris quelque part un peu les nouvelles normes du jeu, du gaming Web3 aujourd'hui. On est plusieurs sur ce créneau et ça prouve qu'il y a un intérêt autour de ça. Et pas mal de ceux qui ont du succès aujourd'hui, enfin, plus de succès que nous, ou qui sont à peu près au même niveau que nous, sont passés par là, quoi. C'est-à-dire qu'on a commencé par le jeu, on a essayé d'optimiser quelques trucs et en fait on tire les propres usages puisqu'on est à l'innovation technologique, quoi. D'accord. Alors, tu me fais une transition parfaite sur la dernière partie de notre entretien du jour, qui est justement sur l'évolution technologique d'Ethereum. L'année dernière, on a eu, cette année, j'ai plus la date exactement en tête, mais on a eu de merge. Donc, on est passé du proof of work au proof of stake. Qu'est-ce que ça change pour Ethereum en fait? Pourquoi c'était un énorme événement? Alors déjà parce que c'était prévu depuis longtemps qu'il fallait le faire, depuis quasiment début 2000. Et pourquoi? Fin 2015, c'était le choix de passer en full proof of stake.
parce que les besoins de calcul allaient être ailleurs. Aujourd'hui, déjà, on est très content de pouvoir faire des gros calculs pour calculer des preuves zero knowledge pour rentrer et sortir dans des L2, quoi. Parce que il y a aussi une question de compétition et de centralisation liée à la proof of work. Proof of work, c'est un système qui te permet d'élire qui fait le prochain bloc. Très bien. Mais le problème aussi derrière proof of work, c'est que tu n'as jamais vraiment de finalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu ne peux pas dire avec certitude, qu'il n'y a pas quelqu'un dans une chaîne proof of work qui a plus de puissance de calcul que les autres et qui est en train de calculer et qui un jour va dire voilà la nouvelle chaîne de blocs et c'est celle-là la chaîne canon parce qu'elle a plus de calcul. Donc évidemment, c'est une attaque qui est hypothétique. Peut-être qu'il y a une usine en sous-sol complètement cachée en Corée du Sud, en Corée du Nord, qui mine énormément de Bitcoin et qui un jour va balancer 500 blocs de suite et on va être là genre oh mon Dieu, c'est des blocs vides et en fait tout ce qui a été fait était... En fait, il n'y a pas de certitude. Ok, ça demande du Donc, calcul. c'est ce qu'on appelle la certitude. Cette certitude-là, c'est la finalité. La finalité. Ouais. Les systèmes de proof of stake ont cette vertu de finalité. Et ensuite, effectivement, il y a des considérations sur est-ce que ça vaut le coup de consommer de l'électricité pour un système alternatif comme ça, ou est-ce que en fait l'adoption de ce système alternatif peut passer aussi par un argumentaire moins énergivore. Mais après, on peut rentrer dans le débat. Ouais, mais l'énergie, ça permet de dire il faut consommer pour le faire et tout. Bon. Je vous invite à écouter le 2e épisode de From the Block avec notre ami Romain nous arrête. Voilà, donc l'ambition de passer en proof of stake était existante depuis le début d'Ethereum, depuis son white paper, mais la construction de l'algorithme de proof of stake qui a été utilisé maintenant a mis énormément de temps parce que c'était un gros défi de recherche et maintenant il est en place, quoi. D'accord, juste le proof of stake très rapidement en fait, c'est-à-dire qu'il faut bloquer des ethers dans des serveurs. C'est ça. Alors le principe du proof of stake d'Ethereum, c'est que tu mets des ethers sur un contrat de staking qui est le contrat de staking. Tu dois en mettre 32 pour avoir un slot de staking. Il faut 32 ethers. Une fois que tu as ce ticket de staking, tu fais tourner un nœud de staking qui est dédié au fait de faire ça, et tu es tiré au sort une fois tous les nombres de tickets en circulation. Donc aujourd'hui, il va y avoir 20% des ethers qui sont at stake. Donc si tu as 32 ethers, tu vas être tiré au sort une fois tous les... j'arriverai pas à te faire le calcul de tête. Pour te donner un ordre d'idée, avec 5 validateurs, tu fais à peu près un bloc par mois, quoi. D'accord. Donc si et tu gagnes combien d'ethers par bloc? Ça dépend du bloc que tu fais, parce que tu prends aussi les frais de gaz liés à ton bloc, mais tu es de toute façon rémunéré toutes les heures à peu près, puisque tu fais pas que créer des blocs, tu attestes aussi que des blocs ont eu lieu. Donc ça c'est assez cool comme système. Donc c'est assez rentable de faire tourner un validateur par rapport à laisser ses ethers sur des trucs de yield classique de finance centralisée, quoi. Voilà, mais ça demande de l'implication, quoi. Il faut faire tourner un nœud, faut le maintenir et tout ça, quoi. Ouais, c'est pas pour le commun des mortels. C'est pour les gens qui s'y intéressent de très très près. Et donc Jérôme, on vient de parler de staking, sujet qui est absolument passionnant, mais je profite quand même d'avoir une grande éminence d'Ethereum avec nous aujourd'hui pour avoir peut-être une discussion un peu philosophique, technologico-philosophique sur aujourd'hui dans un monde où il y a de plus en plus de blockchain, il y a des layer 2, il y a de plus en plus de challengers. Quel est le rôle d'Ethereum aujourd'hui ? Déjà c'est un rôle de leader, clairement, et de base de travail. En fait, ce qu'il y a derrière Ethereum, il y a une franchise qui s'appelle l'EVM, donc la machine virtuelle Ethereum, qui est vraiment une référence en fait pour énormément de contrats, de plateformes de smart contracting. Donc aujourd'hui, la standardisation qu'a apporté Ethereum dans les smart contracts, elle est utilisée et leveragée par beaucoup d'autres chaînes. On a parlé un petit peu de Polygon, la smart chain de Binance, et là aussi ce que fait Gnosis avec la Gnosis Chain. Même Tezos a annoncé faire des roll-ups avec une compatibilité EVM. NIR, Avalanche, tout ça, c'est l'EVM en dessous.
Alors il y a aussi évidemment des chaînes qui sont non IVM, hein, c'est pas le tenant, l'alpha et l'oméga quoi. Solana par exemple, c'est pas une EVM derrière. EOS, c'est pas une EVM, mais il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une compatibilité EVM qui se présente. Neo et Cardano en sont pas quoi, mais grosso modo, même sur Polkadot, on retrouve de l'EVM avec Moonbeam, même sur NIR on retrouve de l'EVM et on retrouve de l'EVM sur Tron. Enfin bref, on va pas faire toute la liste de CoinMarketCap quoi, mais en gros, Ethereum a l'idée énormément de la standardisation des smart contracts. Et ensuite, Ethereum a l'idée aussi une grande partie du narratif entre comment on communique entre les chaînes et comment on croît en tant que blockchain. Croître, on réussit une croissance en tant que blockchain. Des projets qui étaient assez tôt sur une multitude de chaînes. Cette image un peu de la chaîne en panache où tu as une chaîne centrale et plein de petites chaînes autour. Ça s'est retrouvé chez Cosmos et Polkadot dès les premiers jours. Mais la différence de Cosmos et Polkadot, c'est qu'ils n'ont pas forcément commencé avec une grosse communauté et beaucoup d'activités dès le départ. Donc il y a un côté un peu charrue avant les bœufs, mais n'empêche qu'on a la charrue et des bœufs, ça avance quand même. Et nous, on a commencé par les bœufs avant de mettre la charrue, quoi. C'est ça, vous aviez tout dès le départ, en fait, toute la communauté de développeurs Voilà. qui en tout cas s'intéressait au sujet de la blockchain, qui était sur Ethereum, qui était la seule plateforme, en fait, au tout départ où on pouvait vraiment coder. On pouvait faire des smart contracts et ensuite a inspiré beaucoup d'autres approches. Maintenant, toutes ces approches concurrentes ne sont pas vraiment en concurrence, elles sont plutôt en challenge technique les unes avec les autres. C'est très intéressant et très important d'avoir une diversité dans les mécanismes de consensus qui sont utilisés, une diversité dans les codes de smart contracting, parce que Solidity est bien, Viper est bien, enfin l'EVM c'est bien, mais ça n'empêche que même sur les zero knowledge rollup comme Starknet par exemple, c'est pas l'EVM dans Starknet. zkSync, c'est pas non plus l'EVM dans zkSync. Mais pourtant, le fait qu'on ait des approches différentes dans les machines virtuelles permettent aussi des approches au niveau des smart contracts qui sont un peu différenciées et aussi qui prennent des raccourcis pour certaines choses et qui se rallongent sur d'autres. Tu vois, par exemple les ZK EVM, les ZK virtual machines qui sont pas ZK ZK, c'est EVM. pour Zero Knowledge. Hein. Zero knowledge, ouais. Par exemple, tout ce qui est computation polynomiale sur des virtual machines qui sont dédiées à faire du zero knowledge, elles sont bien mieux que sur l'EVM. Donc tu vois, c'est plein de différences et que Ethereum profite de ces innovations parce que il y a des layer 2 qui implémentent ces innovations. Le consommateur profite de différentes approches de la sécurité. Le développeur d'application ou l'industriel profite de ces différentes approches de la sécurité et de différentes possibilités de comparaison de prix ou de comparaison de facilité de déploiement et de maintenance. Et au final, l'écosystème en totalité bénéficie des innovations cryptographiques, de leurs implémentations et des relations qui sont choisies dans comment ces algorithmes communiquent entre eux et comment les participants alignent leurs incitations. Donc aujourd'hui, Ethereum est la plateforme de smart contracting de référence. Mais elle a su le devenir et elle saura le rester grâce aux interactions qu'elle a avec les autres communautés et à l'importation d'innovation d'ailleurs et la continuation d'innovation en interne. Donc, ok, oui, Ethereum le leader, certes, mais en fait, c'est plus un fer de lance d'une révolution en marche que la seule armée qui gagne, quoi. Car ok, on montre les bonnes pratiques, qu'on en considère certaines, on en réfute certaines autres, et on fait des choix qui sont parfois clivants, mais en tout cas, on le fait dans un débat qui est ouvert et qui amène tout le monde à apporter sa contribution, quoi. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, mais sur Comet, tu es sur Polygon, non pas sur Ethereum. Alors, on est sur toutes les EVM. Sur Comet. Sur notre premier jeu, on a déployé les jeux sur Polygon, donc qui est une EVM. Les NFT qu'on a utilisés ont été mintés sur Ethereum, mais le jeu s'est exécuté sur Polygon, en effet.
À l'époque, d'ailleurs, ni Optimism ni Arbitrum étaient matures. Qui sont d'autres Layer 2. Qui sont d'autres Layer 2. Alors, très difficile justement quand on parle de l'écosystème qui discute avec Ethereum, qui se connecte à Ethereum, de faire un peu la différenciation. En fait, Layer 2, dans la plus petite terminologie, c'est de dire, en fait, sur le Layer 2, il n'y a pas de consensus. On se sert du Layer 1 pour faire consensus. Donc, le Layer 2, il écrit dans le Layer 1 qu'il en est à ce bloc-là, et puis voilà, du coup, on est dans ce bloc-là. Polygon, en fait, c'est se présenter comme un Layer 2, mais c'est une sidechain. C'est-à-dire que il a son propre consensus. Polygon Proof of Stake a son propre consensus. Et effectivement, il y a des ancrages assez forts entre Ethereum et Polygon. Mais si Ethereum devait s'arrêter, Polygon pourrait continuer. Par contre, si Ethereum devait s'arrêter, Optimism et Arbitrum ne pourraient pas continuer. Donc on était sur Polygon parce que en début 2021, l'écosystème des Layer 2 était encore très très immature. Et Polygon était là et ça fonctionnait et ça remplissait notre besoin. Et on a fait la bêta de Polygon, la bêta du nouveau jeu Comet sur Polygon aussi. Mais la version finale sera pas sur Polygon. Il y a trop de monde sur Polygon pour qu'on puisse apporter un jeu avec une centaine de milliers d'utilisateurs dès aujourd'hui, quoi. Mais tu vois, c'est des considérations importantes. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, dans un monde où la blockchain se normalise, où tu te retrouves, où ça devient classique, je sais pas, de jouer à FIFA, et en fait, FIFA est sur la blockchain. Il y a aucun monde dans lequel les 500 000 joueurs de FIFA, les 500 millions de joueurs de FIFA sont en train de jouer à FIFA dans Ethereum Layer 1. Et il y a aucun monde où ces 500 millions sont en train de jouer sur Polygon ou sur la Binance Smart Chain en fait, ils seront sur leur propre app chain, a priori un Layer 2 ou un Layer 3. Mais tu peux pas te permettre d'avoir des centaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs sur une chaîne partagée avec d'autres applications qui, elles aussi, ont plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. En fait, c'est juste une question de taille de bloc et d'activité, quoi. Ouais, c'est la scalabilité de la blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Ethereum, rappelle-moi, ça fait combien de transactions par seconde? Ça fait 30 millions de gaz par seconde. Non, ça fait 30 millions de gaz par bloc. D'accord. Et donc il faut traduire maintenant. Ce qui est, tu vois, c'est un peu quand tu dis, en fait, on prend le transaction par seconde comme étant un comparatif de à quelle est la vitesse max de ma voiture. Tu vas dire, ouais, bon, ma Bugatti Veyron, effectivement, elle va à 415 km/h, donc ouais, elle est plus rapide que la tienne. Et là, il va te dire, non, mais attends, moi, avec ma Tesla, je fais du 0 à 100 en 2 secondes, je fais à 2 secondes 3. C'est un petit peu mieux que ta Bugatti, regarde. Ah ouais, c'est vrai. Bon. Et pourtant, là, on est sur des trucs où on a l'habitude de conduire des voitures ou de voir des voitures ou regarder des voitures à la télé ou de regarder dans la rue. Ok. On a déjà été dans une voiture, on a peut-être déjà le permis de conduire, donc on s'habitue à ces trucs-là. Pourtant, ces relations de performance sont complètement ne s'appliquent pas directement à la blockchain. C'est-à-dire que quand tu dis transaction par seconde, ça dépend de ce que contient ta transaction. Avec tes différentes tailles de transactions. Parce que si tu fais une transaction qui si j'envoie un Ether à Alexis, voilà, je veux bien, avec plaisir. Voilà. Envoyer un Ether, que Jérôme envoie un Ether à Alexis, c'est une consommation d'enregistrement et d'exécution qui est la plus petite consommation possible sur Ethereum. C'est juste un transfert de token. Donc si tu veux comparer, c'est exactement comme envoyer une unité de compte lambda, genre j'envoie un Bitcoin à Alexis. Donc combien est-ce que si tu me poses la question de cette façon-là, combien est-ce que je peux envoyer de transactions, de transfert de valeur du token natif par seconde? Ça, c'est la bonne façon de dire, OK, comment on va faire. Et donc là, moi, je te dis combien de transactions par seconde, je te réponds 30 000 gaz par bloc, 30 millions de gaz par bloc. Et donc 30 millions de gaz, sachant qu'une transaction, ça fait, comme celle que j'ai décrite, c'est 21 000 gaz, et qu'on fait un bloc toutes les 12 secondes, on peut faire le calcul. Là, je te prends 30 millions, donc il y a 12 secondes, un bloc toutes les 12 secondes, donc je divise par 12, ça me fait 2 500 000. Et si je fais une transaction à 21 000 gaz, en fait, je fais 120 transactions par seconde. D'accord, sur la transaction la plus simple possible. En fait, voilà, il faut 120 transactions par seconde. Voilà, en fait, parce qu'en fait, toutes les transactions ne sont pas les mêmes. Là, on vient de décrire voilà, l'envoi de l'Ether qui est la transaction la plus simple possible. Mais en fait, plus le smart contract va être complexe, plus la consommation de gaz va être importante. Exactement. Et donc, elle va rentrer dans ce potentiel de gaz par bloc. Voilà.
C'est tout à fait ça. Et en fait, c'est important parce que, en fait, quelqu'un qui se dirait, moi, je vais monter un exchange sur la blockchain, ouais, 120 transactions par seconde, bon, bah, ça va, 120 transactions, c'est pas mal. Et il va y aller droit dans le sans se poser la question de, effectivement, est-ce que mes transactions consomment plus ou est-ce que mes transactions consomment moins? Et une transaction comme un swap, tu vois, échanger un token contre un autre, avec un smart contract qui s'occupe de dire, ben, en fait, ça, c'était le prix. Allez, je te le prends, je te le passe et j'échange les deux tokens. Tu te dis, bah ouais, mais il y a deux actions, quoi. Il y a un envoi d'un côté, un envoi de l'autre. Donc, ça devrait coûter, bah, juste 2 fois plus, quoi. Donc, effectivement, c'est peut-être 42 000 gaz. Eh ben, non, en fait, ça marche pas tout à fait comme ça. L'exécution du swap, c'est un tout petit peu plus que ça. On est autour de 90 000 gaz. Donc ça, voilà, ça marche pas comme ça. D'accord, donc D'où le c'est fait pour que ça quand qu'il on y a... dit, faut dire combien on fait de gaz par seconde, combien on fait de transactions par seconde. En fait, bah non, en fait, on demande combien est-ce qu'on consomme par seconde. Et en fait, voilà, c'est plus compliqué que ça. Donc la mesure de quelles sont les performances de votre blockchain, ça se mesure pas vraiment comme ça. Et en plus, la tendance derrière, c'est de dire ouais, mais du coup, si on fait 30 millions de gaz par seconde, pourquoi on n'en fait pas 300 millions? Pourquoi on n'en fait pas 500 millions? Pourquoi on fait pas 1 milliard de gaz par seconde? Ouais, vite. Et là, tu te retrouves avec des considérations qui sont plus d'ordre philosophie de la décentralisation de ta blockchain. Parce une blockchain ne peut pas aller, c'est un réseau de nœuds. Enfin, blockchain, c'est d'abord un réseau d'ordinateurs. Tu peux pas aller plus vite que la plus lente de tes machines. Donc, si je t'envoie un bloc qui fait 100 gigas et que je te dis, tu as 12 secondes pour le vérifier parce que dans 12 secondes, moi, j'envoie le prochain. Bah, si t'as pas le CPU et le truc adapté, si je t'envoie déjà te faire télécharger un bloc de 100 gigas, il peut traîner longtemps dans le réseau avant d'arriver jusqu'à toi. Et ensuite de vérifier tous les transactions qu'il y a dedans et de les réexécuter. Potentiellement, il y a un autre bloc qui est apparu entre temps et tu commences à accumuler une queue de blocs et là, tu es déconnecté. Donc, augmenter la taille des blocs, c'est une approche naïve pour faire croître la capacité transactionnelle d'une blockchain. Et surtout, c'est une approche qui va réduire ton réseau et au profit d'un nombre plus limité de participants. Et là-dessus, tu vois, c'est vraiment un Ouais, qui, eux, positionnement auront la philosophique. capacité, en fait, de pouvoir prendre 100 gigas en 12 secondes. C'est ça, hein? C'est un positionnement philosophique qui parfois peut mener à des débats quasi religieux, sectaires. Ah non, mais en fait non, mais en fait non, mais en fait non, mais ça c'est pas juste. Et puis la décentralisation. Et puis en fait, tu vois pas tout le spectre que ça peut recouvrir. Tu vois, on peut pas critiquer EOS d'avoir dit il y aura 21 nœuds validateurs. Bon, pourquoi? Parce que 21 c'est assez. Ok. Pourquoi 21? Ouais, parce qu'il y a un ancrage, parce que j'entends 21 millions de bitcoins, ils savent, et du coup 21 ça sonne bien. Ok, bon, très bien. Et enfin, il y a 300 et quelques nœuds validateurs de mémoire sur Tezos, bah, c'est beaucoup, et n'importe qui peut le devenir. Ok, bon, très bien. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Le plus important, c'est quand même que tu puisses te dire, plus on a, plus ce sera difficile à shutdown. C'est ça, ouais, Et, c'est et tout l'enjeu. voyons ce qui se passe si on fait tomber une partie de ces nœuds validateurs. Et sur beaucoup de blockchains qui avaient des systèmes de proof of stake qui étaient un peu naïfs ou pas forcément résilients à des coupures, ça a montré quelques pannes, quelques errements. Et là-dessus, Ethereum garde une approche assez conservatrice finalement. Dire on aime bien qu'il y ait beaucoup de nœuds. Quand on a à peu près 10 000 nœuds, c'est pas mal. Ça implique que ça fait vraiment un truc assez dense. On a bien géré quand il y a des blocs qui tombent. Des nœuds qui tombent, pardon. Et on doit pouvoir faire tourner un nœud Ethereum sur un Raspberry Pi. Voilà. Si on commence à avoir des trucs qui sont trop gros, qui sont trop puissants, bah, en fait, on limite la capacité des gens à se dire je suis indépendant, je fais tourner mon nœud moi-même, quoi. Bon, après, il faut quand même 32 Ethers pour être un validateur. Donc mettre 32 Ethers et se reporter à un Raspberry Pi pour les gérer, c'est un petit peu je trouve ça un peu cavalier. Faut faire attention. Moi, ma machine pour la validation, elle vaut 1200 euros. C'est pas donné, certes, mais quand tu mets 32 Ethers sur ta machine comme en gestion, ouais, je trouve que ça vaut le coup de dépenser 1000 euros pour le mettre, quoi. Ouais, ce qui fait 0,5 Ether aujourd'hui ou 0,6. Donc finalement, ton ratio machine Ether stacké est plutôt bon. Bah, si la machine tombe, je perds pas mes Ethers non plus. Hein, genre, j'arrête d'en gagner et j'en perds un petit peu au fur et à mesure que je suis offline. Voilà, alors Mais bon. toi t'es un vrai OG d'Ethereum, donc t'aimes bien faire ça toi-même. Mais je crois qu'il y a des solutions aussi pour les gens qui ont moins de 32 Ethers pour participer à Tout à fait. ce trou. Rocket Pool permet de le faire, mais en fait, je voudrais pas. Enfin,
Je serais pas dans mon rôle si je disais aux gens de passer par ces services. D'accord, t'es un vrai puriste. Non, non, mais c'est En bien, fait, moi t'es cohérent. c'est-à-dire qu'il y a pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est important d'avoir une multitude de solo stakers. En fait, si vous avez 32 Ethers et que vous dites j'ai envie de mettre mes Ethers à profit et de faire plus de choses sur Ethereum, n'allez pas chez Lido, chez Stakewise, chez autres et tout ça. D'ailleurs, pour toute transparence, je fais partie des gardiens de clés pour Stakewise, qui est une solution de ce type-là, de solo, enfin de pooled staking. Euh, c'est pas. Il y a d'ailleurs des réflexions actuellement au niveau de la fondation Ethereum et des core devs pour mieux rémunérer ou plus inciter les solo stakers par rapport au pool de staking. La raison sous-jacente, c'est que c'est dans le design et la philosophie du design du staking d'Ethereum, ça a été fait pour que des individus avec un minimum de bagage technique, un minimum de hardware et une connexion Internet tout public puissent le faire. Ça a été fait pour ça. Donc, puisque ça a été fait pour ça, en fait, bah, essayez de le faire vous-même, même sur un réseau de test, même sur une plus petite chaîne. En fait, faire tourner un node de staking sur Gnosis Chain, ça doit être $500 en termes de staking, staking à bloquer, quoi. Oui, ça n'a rien à voir avec les 32 Ethers dont on parlait pour staker sur Ethereum. En tout cas, c'est possible de le faire. Et vous allez en apprendre énormément de choses, vraiment énormément de choses C'est un bon moyen pour rentrer dedans. comment Voilà. fonctionne le Ethereum, parce que vous allez installer un nœud, vous allez installer le logiciel, vous allez le faire tourner, tout ça. Si vous cherchez que le reward de dire moi j'ai envie d'acheter des Ethers et j'ai envie d'avoir 3% sur mes Ethers, en fait oui, enfin il y a des solutions Il DeFi y en qui a sont très partout. très bien et vous devriez plutôt utiliser ça que de vous dire je mets ça dans un pool staking et puis on verra bien. Et ensuite, quand vous êtes un opérateur de nœud, quand vous avez un nœud sur votre machine, bah, vous êtes indépendant. Quoi. Vous participez à la résilience du réseau et à son extension et à sa résistance à énormément d'attaques possibles. Donc si vous voulez être un bon citoyen d'Ethereum, vous devez considérer de faire tourner un nœud. Et voilà. Et alors, petite question, pourquoi, en fait, quand on veut unstake, par exemple, ces Ethers ou dans pas mal d'autres protocoles, pourquoi on doit attendre, généralement, 45 jours, 30 jours, etc., pour les récupérer? C'est quoi la fonction, en fait, de ce temps d'attente? S'il y en a une. C'est un buffer contre certains types d'attaques dans lesquelles on pourrait voter d'un côté du réseau, sortir et participer de l'autre côté du réseau. Alors, je vais essayer de décrire ça un petit peu mieux parce que c'est un peu c'est Parce que c'est une fuzzy question qu'on me comme pose approche. souvent, en fait. C'est pour ça que j'ai pas toujours la réponse. Donc j'en profite. Beaucoup des premiers systèmes de staking fonctionnaient par délégation. Je délègue à un validateur et voilà. Le système par délégation, en fait, il est là pour comment dire, j'essaie de le formuler le moins techniquement possible. En fait, le système par délégation est là pour accompagner une volonté de diluer les non-stakers. Ok, donc D'accord. en gros, mettons, prenons Tezos. Tu as tes Tezos, il y a des Tezos des thèses qui sont créés à chaque nouveau bloc. Très bien, ces nouveaux thèses vont au validateur qui a été tiré au sort et n'importe qui peut déléguer ses thèses à un validateur pour dire voilà, quand ce validateur fera des trucs, je récupérerai ça. Et les validateurs ensuite se font concurrence en disant bah moi en fait je paye mes délégateurs 100%, 90%, 98% et on va au mieux 10 ans et compagnie. Ok, mais on continue d'imprimer des thèses au fur et à mesure et puis comme ça en fait on dit aux gens bah si vous déléguez pas vos thèses, bah, vous allez vous faire diluer parce que il y a je sais pas combien de millions de Tezos en circulation et on augmente le supply de je sais pas combien de pourcents et si vos thèses sont pas at stake ou déléguées, bah, vous allez vous diluer par rapport aux thèses qui sont en circulation. Dans Ethereum, c'est un peu différent Donc parce c'est une lutte, que attends, c'est une lutte contre l'inflation, finalement, de tokens qu'il y a sur une chaîne. On va se si vous dire, en voulez fait, bah, si dans tu les une stakes chaîne pas ou si tu les mets pas à contribution, en fait, tu vas voilà, perdre de la valeur. dans une chaîne dans laquelle le supply croît pour rémunérer les validateurs afin de pouvoir protéger
coin holders, les token holders de cette inflation, on leur permet de s'exposer à la croissance du supply via la délégation. Voilà, très clair. Et donc là, quand tu dis, si on te pose la question, parce que moi sur Tezos, je peux déléguer et un délégué, et voilà, et tu vas dire, certes, mais si tu étais validateur sur Tezos, je suis quasiment sûr que tu as aussi des systèmes de sortie où quand tu closes ton validateur, tu peux pas le closer tout de suite, tu as un temps de délai. Donc déjà, il y a souvent une incompréhension entre délégation entrée-sortie immédiate, qui est importante puisque tu dois pouvoir faire jouer le marché des coins délégués. Alors, par exemple, ce validateur, il est de toute évidence mauvais, donc on arrête de le déléguer à lui, puis on le délègue à autre. Et donc ça, c'est important que ce marché puisse faire ça. Et tu as la logique économique sous-jacente. Mais dans le cadre de validateurs sur une proof of stake classique, c'est rare que les validateurs puissent staker pour faire un validateur et déstaker pour défaire un validateur immédiatement. C'est-à-dire, si je sais que j'ai une transaction hyper importante qui doit passer, je vais acheter plein de tokens, je vais créer un validateur immédiatement, juste pour ce bloc-là. Ça, je suis tiré au sort, ok, je fais ma transaction, et maintenant je destake. En fait, si tu veux, c'est un peu, ce buffer d'attente qui est quasiment là sur toutes les proof of stake pour des nœuds validateurs, pas des nœuds de délégation, il est là pour empêcher des opportunités de type je fais un flash validation. Voilà, c'est ça, je viens valider. Ouais, ça permet de lisser quand même l'activité du réseau et d'éviter ce genre de comportement un peu à la marge. Tout à fait. Et donc sur Ethereum, c'est déjà pour ça, pour éviter ce comportement à la marge, et aussi pour s'aligner avec le fonctionnement de la comment on dit déjà, quel est le bon mot français pour ça, pour le fonctionnement des contentieux dans la chaîne. D'accord. Ok, donc ce que dit la proof of stake d'Ethereum, c'est que tu as un validateur, donc chaque fois qu'il y a un bloc qui est fait, donc tu es peut-être tiré au sort pour le faire. Voilà. Quand tu es tiré au sort pour le faire, ben, tu le fais. Si tu réponds pas alors que c'était à toi de le faire, ben, le mec d'après, il le fait. Voilà, donc tu es considéré comme appelé non venu, donc tu as un no-show, et contrairement au no-show chez Air France, en fait, on te taxe, on te dit bah tant pis, c'est no-show. Tu récupères pas les taxes d'aéroport, mais that's it. Donc on te fait payer quand tu fais un no-show. Et les autres validateurs qui n'ont pas été, dont c'était pas le tour, mais qui s'attendaient à ce que tu le fasses, quand ils voient ton bloc, ils attestent. Ils attestent qu'ils ont vu ton bloc. Ou quand ils voient que t'as pas répondu et que c'est le mec suivant qui a répondu, bah ils attestent qu'ils ont fait ça. Donc il y a deux jobs en fait dans le validateur. Il y a faire des blocs quand c'est ton tour. Ouais. Il y a attester quand tu vois un bloc et que tu t'attendais bien à ce que ce bloc soit là. Et puis il y a des petites tâches à droite à gauche, puis de temps en temps on leur demande de donner de la contribution à de l'entropie pour faire le tirage au sort, etc. Bon, bref, après c'est annexe. Maintenant, si c'est ton tour de faire un bloc, et que, si c'est ton tour de faire un bloc, enfin, si tu vois passer un bloc qui est le bloc N, et tu te dis ouais, bon, je signe ce bloc N, ouais, effectivement, c'était censé être Alexis qui le faisait. Et puis 2 secondes plus tard, tu reçois le bloc N' à la même hauteur, fait par quelqu'un d'autre. Tu peux dire, bah, en fait, ouais, c'est bizarre, il y a peut-être une partition dans le réseau. Alexis, il était là, et en fait, Alice, elle attendait qu'Alexis réponde, mais comme il répondait pas, bah, elle dit, bah, c'est mon tour, je fais le bloc N. Donc là, il y a le N et le N' qui sont en concurrence dans le réseau. Ce qui peut arriver parce que, en fait, les blocs de la Beacon Chain sont un peu plus rapides que les blocs de Ethereum en soi. Donc parfois, ça peut arriver qu'il y ait des blocs en concurrence à la même hauteur, qui soient censés être les suivants. Et là, en tant que nœud validateur qui voit passer 2 blocs à la même hauteur, techniquement, en proof of stake simple, je devrais pouvoir signer les deux. Tu vois, je devrais pouvoir dire, bah, ouais, en fait, je vote les deux mêmes trucs, quoi. De toute façon, ouais, ok, on verra bien ce qui gagne, quoi. Et ben, ça peut ralentir l'arrivée à une finalité dans le réseau, puisqu'il peut y avoir pendant longtemps des historiques concurrents qui se forment, voire même, tu peux te dire, j'ai nothing at stake dans ce problème, quoi. C'est-à-dire que ce soit le bloc N ou le bloc N', moi j'ai toujours autant de cheveux gris, donc ça m'intéresse pas, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait un bloc N'' qui me dit, non mais signe-moi celui-là, il y a une transaction qui te file de la thune, tu devrais le signer. Donc, ce que fait la proof of stake d'Ethereum, c'est que si un validateur signe 2 blocs à la même hauteur, c'est un parjure. Et beaucoup d'autres comportements sont liés à des comportements d'attaque ou d'appropriation de la chaîne. Et à ce moment-là,
les auteurs de ces attaques qui se parjurent d'une certaine façon par rapport au bon fonctionnement du réseau, ils sont exclus des validateurs. Donc, ils sont sortis de la liste des validateurs. Ils sont mis en queue pour sortir leurs Ethers. Donc, ils vont attendre quelques jours avant de pouvoir récupérer leurs Ethers. Et surtout, leurs Ethers qui étaient at stake, en partie, on les met en queue et en autre partie, on les brûle. D'accord. Et c'est quoi la proportion? Ça dépend de ce que tu fais. Alors, si tu signes 2 fois la même hauteur, je crois qu'on te prend 3 ou 4 Ethers et on a augmenté les taxes. T'es sorti. T'es sorti. C'est chalut. Donc, ça coûte cher de faire des parjures quand même. Alors, si tu te parjures, en fait, non seulement t'as plus le droit sur la chaîne où tu t'es parjuré de donner voix au chapitre, comme tu t'es parjuré, en fait, dans l'autre chaîne qui vivrait, imaginons il y a N et N', donc il y a une partie du réseau qui va continuer sur N, une partie du réseau qui va continuer sur N'. Donc si tu t'es parjuré, bah, t'es ni validateur dans N ni dans N', sur les deux chaînes différentes. Par contre, sur N', bah, en fait, oui, bah, il y a peut-être 30% des gens qui sont partis sur N' et 50% qui sont partis sur N, et puis 20% des gens qui se sont parjurés. Bah maintenant, il y a une chaîne minoritaire qui est la chaîne à 30% et la chaîne majoritaire qui est la chaîne à 50%. Et comme les retraits se font dans le L1, bah t'es sûr que si tu es sur le mauvais côté de la chaîne, tu récupères encore moins d'Ether sur le L1, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est bien Donc en pensé, fait, quand même. c'est l'image, c'est de dire si je voulais faire une attaque à 51%, enfin si je voulais faire une attaque sur la majorité du staking, en fait, chaque fois que j'attaque, je brûle la moitié de mes Ethers. Ça coûte cher. Et donc, comme il n'y a que 120 millions d'Ethers en circulation, bah en fait, au fur et à mesure, tu perds tes capacités d'attaque et ton attaque se disparaît d'elle-même, quoi. Et il n'y a pas de délégation sur Ethereum parce que Ethereum a une façon de rémunérer les stakers qui est par création monétaire, c'est-à-dire qu'on crée des Ethers à chaque année. En gros, ça dépend de combien de personnes à stake. À l'état aujourd'hui du staking, on crée à peu près 720 000 Ethers par an. Mais en même temps, pendant qu'Ethereum fonctionne, quand tu fais une transaction, tu payes des frais de transaction pour que ta transaction soit inclue dans le bloc, et tu payes aussi des frais pour les mineurs qui sont pour leur donner un tips. Et une partie de ces frais sont brûlés. Donc, plus il y a d'activité sur Ethereum, plus les Ethers sont consommés, en fait, naturellement. Et aujourd'hui, on consomme plus d'Ethers par l'activité qu'on émet d'Ethers pour rémunérer les stakers. Et donc, la supply baisse. En fait, même si on en crée 720 000 par an, la supply baisse. En gros, aujourd'hui, on est sur une issuance, je viens de regarder les chiffres, de 650 000 par an. Et sur un burn de 800 000 par an. Donc en gros, pour l'instant, les supply total d'Ether varient en moyenne sur les 7 derniers jours de 0,3% négativement. Donc en fait, que tu hold tes Ethers, simplement tu es relué par l'effet. Quand tu consommes des Ethers, bah, tu te dilues par rapport à tous les autres. Et quand tu stakes tes Ethers, tu te relues par rapport à tous les autres aussi. Plus que si tu faisais que les holder. Donc il y a déjà un gain à staker. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de délégation aussi. Wow, c'est bien pensé, hein. C'est bien pensé. Non, merci Jérôme. Non, super. Écoute, super intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent cette question-là. Et puis c'est une très belle explication aussi sur justement le mécanisme de création de nouveaux tokens et en même temps, enfin de nouveaux Ethers et en même temps le burn de la supply qui a été implémenté l'année dernière, je crois, ou il y a un an et demi, enfin il y a un an. D'ailleurs, ça m'amène à mon prochain point qui est sur justement les évolutions technologiques de ces tokens. On a annoncé assez récemment l'ERC 4337 avec qui va permettre pas mal de nouvelles choses, j'ai l'impression. Alors déjà, il y a deux types de standards sur Ethereum. Il y a des standards qui sont implémentés dans le protocole, qu'on appelle les EIP, et il y a des standards de contrat qu'on appelle les ERC. Et donc, c'est là où tu fais référence, le 4337, c'est un standard de contrat pour de l'account abstraction. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs tentatives d'EIP pour implémenter account abstraction au niveau du protocole. C'est quoi juste account abstraction? Bonne question. Et jusqu'à présent, la façon de mettre ça, enfin les initiatives pour mettre ça au niveau du protocole ont été pour l'instant trop lentes à implémenter ou trop complexes à implémenter, donc elles ont été repoussées à
à plus tard. Mais comme dans l'Ethereum Virtual Machine, tu peux tout coder, tu peux aussi coder ce que tu voudrais mettre comme changement du protocole juste en smart contract. Et donc 4337 est une approche de Account Abstraction. Alors qu'est-ce que c'est Account Abstraction? Ça te décrit comment tu abstrais l'utilisation de la blockchain par un utilisateur. Comment est-ce que tu sépares la demande d'une transaction de la transaction en elle-même. Aujourd'hui, quand tu ouvres MetaMask ou Ledger et que tu dis je transfère un Ether à Jérôme, tu crées une transaction qui dit je transfère un Ether à Jérôme, tu la signes avec ta clé et tu payes tu inclus dans cette signature et dans ce message de je transfère à Jérôme des frais de transaction pour exécuter tout ça. Ce que permet de faire Account Abstraction, c'est de dire Alexis peut signer un message qui dit je veux transférer à Jérôme et quelqu'un d'autre peut payer les frais. Par exemple, c'est moi qui pourrais dire bah ouais, les frais d'encaissement du chèque, c'est moi quoi. Donc je peux t'envoyer un coursier récupérer le chèque, le poser, etc. Ou alors tu peux te dire bah non, en fait tout le monde doit se déplacer à la banque. Et donc Account Abstraction apporte ça et ça consiste à dire bah en fait on crée un smart wallet, donc un wallet, un portefeuille, mais qui est en smart contract, sur lequel on définit que il y a plusieurs clés qui peuvent signer, plusieurs clés à toi, une seule clé à toi, peu importe, on définit des signataires, et l'argent qui est sur ce wallet peut être déplacé par n'importe qui apporterait un message signé par une de ces clés qui soit valide. Donc maintenant qu'on a décrit cette complexité, en fait, ça permet en fait d'abstraire la blockchain de l'utilisateur dans une application. C'est-à-dire que un flow que nous on trouve assez idoine pour ça, c'est de dire bah tu viens sur l'application de la Française des Jeux qui a révélé qu'elle bossait avec nous sur ce genre de choses. Donc tu arrives sur l'application de la Française des Jeux, tu dis je crée mon compte Française des Jeux pour jouer à ce jeu Web3, trop bien. Voilà, je m'appelle Alexis, je veux login, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, dans l'application, on t'a déployé un smart wallet, on t'a fait générer une clé où on t'a proposé d'ajouter une des tiennes. Voilà. Et quand tu veux faire un message qui va interagir avec la blockchain, tu vas dire ouais, maintenant je veux jouer à ce jeu et je veux mettre un Ether pour jouer à ce jeu. Tu signes ce transfert et en fait tu vas jamais voir le pop-up de transaction qui va te dire ouais, alors voilà, les gars ils sont comme ça et puis choisis tel lent, rapide, très rapide. Attends, mais corrige un peu tous les trucs et puis vois le pop-up. Non, en fait, on va juste te demander de signer ce message que tu veux faire cette action. Et ce message que tu as signé, il est importé chez nous, côté Comet ou côté autre service de relais de ce genre de message. Et ce message ensuite est packagé dans une transaction qui est portée par un tiers, par nous ou par quelqu'un d'autre. Donc toi, en tant qu'expérience utilisateur, tu as vu un bouton qui te dit participer au jeu. Bon, bah c'est un Ether pour participer au jeu. Tu as appuyé sur un Ether pour participer au jeu. Tu avais un Ether sur ton compte à ce moment-là, très bien. Mais t'as pas eu le pop-up de transaction, l'attente de la transaction soit validée, tout ça. En fait, l'application se charge de prendre ton message, de le porter et de le traiter ensuite. En fait, c'est de la délégation de signature quelque part. Alors non, c'est de la délégation de portage de transaction, parce que la signature, elle vient bien de ta clé. La première, oui, la toute première. Mais après, pour toutes les transactions que je ferai plus tard dans le jeu, par exemple, en fait, je vais pas à chaque fois re-signer. Voilà, je l'ai fait une fois. La signature se fait en back-end avec ta clé. Donc en fait, tu vas de toute façon avoir le pop-up de signature de ta si l'application souhaite te le montrer, ou tu vas devoir aller invoquer MetaMask pour le mettre si tu as choisi de signer avec MetaMask. Mais en tout cas, c'est aussi fluide que quand l'application intègre un système qui s'appelle Permit sur les ERC20, où au lieu de faire une première transaction de allowance, tu reçois d'abord un pop-up MetaMask qui te dit signe ce truc, ou quand on te dit to login to this website, sign this message. Donc sign this message, en fait, c'est la même type de signature en fait. D'accord. Et comme on peut t'associer un signer spécifiquement pour l'application, tu peux dire c'est l'application qui le gère, donc elle signe une fois qu'elle m'a bien authentifié, voire même la clé est sur mon device ou autre part, mais en tout cas en fait on te force pas à chaque fois de sortir le pop-up de signer, d'attendre la transaction. Ouais, ce qui en termes d'expérience utilisateur peut être vraiment catastrophique pour des jeux, des choses comme ça. Ah bah c'est catastrophique d'avoir 200 000 pop-up et de voir les valider l'un après l'autre, d'attendre que la transaction soit gérée, de faire attention à ton gaz, faire attention à tout ça. C'est des contraintes pour que la blockchain fonctionne bien et qu'elle soit respectueuse de ce que font les utilisateurs. Mais dans le cadre d'un account abstraction, l'application, elle te propose de faire des actions. Tu les signes ou tu les signes pas. Enfin, tu les acceptes. Enfin, c'est toi qui as appuyé sur le bouton qui allait générer le message à signer. Mais surtout, l'application paye pour ton gaz. C'est elle qui paye pour ton gaz.
Ce qui est une vraie révolution pour le coup. Voilà, parce que c'est l'éditeur de jeu ou la personne, en cas le service que tu utilises, qui va prendre en charge tout ça. Du coup, te présenter quand même une expérience utilisateur beaucoup plus fluide, Bah voilà, beaucoup moins c'est-à-dire que techno, chargé de technologie, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu, faut être technophile pour interagir avec la blockchain. il y a un bizutage blockchain. C'est-à-dire qu'on va te dire, installe ce wallet, un portefeuille, j'installe un portefeuille. Ouais, J'ai- non, Je regarde cette vidéo sur les risques de perdre tes mots. Mes mots, c'est quoi ces Hein 24 mots? Enfin, Ouais. c'est-à-dire c'est un vrai bizutage. Ouais, Voilà. non, mais c'est assez anxiogène. Dans la première transaction, je me rappelle, je fais vraiment, là, j'ai pas oublié un X ou un 3, un peu compliqué. Donc Ouais. ça, là, en fait, Et ça enlève tout tu peux ça. pas, tu peux pas imaginer que aussi bien chez les professionnels que les amateurs, à quel point tu perds ces mots, à quel point tu te trompes, à quel point tu copies mal le truc, à quel point ça arrive tout le temps. Bien Ça sûr. arrive tout le temps et c'est malheureux. Donc la carte abstraction permet justement de beaucoup faciliter l'onboarding parce que finalement, tu te permets de pousser une clé transitoire ou peut-être une clé à usage unique ou peut-être une clé à usage unique par application ou des clés qui sont un peu moins disantes que des clés qui sont hostées sur un hardware dédié à ça comme Ledger ou autre, mais qui peuvent être très bien utilisées dans la sécurité Internet comme euh, le protocole WebAuthn par exemple pour générer des clés plutôt que faire des passwords. En fait, tu peux avoir plein d'options possibles qui sont liées à des signers, mais surtout à la fin, c'est un smart wallet qui possède tes Ethers, qui possède les NFT qui sont liés au jeu, qui possède les choses. Les transactions sont sponsorisées par l'application. Et le smart wallet lui-même, il a une liste de signers, une liste d'owners, une liste des mécanismes de recovery sociaux ou autres. Et en fait, tu peux faire tourner les clés, tu peux changer les choses, tu peux dire, ah, j'ai perdu cette clé-là, je révoque ce device et tout, quoi. Donc Mais en c'est fait, toi qui vas vraiment gérer la gouvernance autour de qui a accès en fait à ce smart wallet. tout à fait, Voilà. tout Et à tu fait. peux d'ailleurs, enfin si j'ai bien compris ce que c'était que le 4337, mais tu peux même mettre en place des logiques d'abonnement, c'est-à-dire que les Ethers qui sont sur ce wallet-là, en fait, tu peux dire, bah tiens, tous les mois, je vais envoyer 0,1 Ether à Jérôme, c'est ça, et ça Tout le à fera fait, automatiquement. Voilà, ce qui tout n'était à pas fait, possible en fait avant. tout à fait. Et d'ailleurs, ces signatures peuvent avoir des périodes et des délais de validation, de validité. Donc, tu peux tout à fait dire, je m'abonne pour 1 an et j'ai un prélèvement tous les mois. Et le premier truc qui va se passer, c'est que en fait, tu vas signer 12 messages qui te disent, ah, ça c'est le message pour janvier, pour février, pour machin, pour truc. Et je peux pas les passer tous d'un coup, mais je peux les passer une fois par mois, quoi. Parce qu'on Ouais. peut vérifier une date dans la blockchain, par exemple. Ouais, donc vraiment sur l'onboarding et puis la manière dont tous les protocoles vont pouvoir interagir avec les wallets des particuliers comme moi, ça a vraiment complètement changé la donne. Écoute, je te mettrai, je t'envoie un petit lien que tu pourras partager dans la description pour que les gens essayent ce que c'est qu'un onboarding complètement abstracté avec une clé générée dans l'enclave du téléphone. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Et Alors derrière, t'as un safe un Gnosis safe dont tu peux vraiment prendre le contrôle, quoi. ah, c'est Voilà. génial. Bah écoute, non, mais écoute, merci beaucoup pour cette expérience. J'espère que beaucoup la feront. Juste pour parce que l'horloge tourne très rapidement. On parle toujours des grands narratifs à chaque fois qu'il y a dans chaque cycle. Voilà, alors la DeFi, c'est un des grands narratifs du dernier cycle. Qu'est-ce que tu vois comme grand narratif qui est en train de se dessiner pour les années à venir? Alors, plutôt pour les mois à venir. Allez, soyons plus court-termistes. Alors déjà, un des grands narratifs pour moi, c'est Autonomous World, le fait de mettre mettre des jeux dans une blockchain et de dire ce jeu il vit dans la chaîne. Des grands MMORPG à la Final Fantasy, à la EVE Online, à la World of Warcraft, enfin, peut-être pas World of Warcraft parce que c'est très peu innovant en général sur les technologies open source, mais en tout cas ce genre d'acteurs, ce genre de gros du MMO vont aller naturellement sur ces narratifs. Être présent dans une chaîne, avoir son économie qui tourne dans la chaîne, avoir une existence cyberespace à l'intérieur de cette chaîne, c'est tellement clé. Je crois que Grand Theft Auto, GTA a fait quelques annonces sur ce côté aussi. Donc Oui, ils ont dit que ça, l'argent qu'on gagnait dans le jeu était de l'argent qu'on pouvait dépenser dans la vraie vie. C'est ça? waouh. Ouais. Non, mais c'est ce que j'ai lu en tout cas. J'avais pas signé pour cette timeline, mais ok. Donc ça, déjà, Autonomous World, ça va être un narratif très puissant, en tout cas beaucoup plus puissant que le narratif métaverse fermé par un GAFAM, quoi.
Les narratifs qu'on voit par rapport aux talks qui ont été soumis à HTC, il y a beaucoup de choses sur RWA, qui est l'acronyme en anglais pour Real World Assets, donc des actifs financiers ou non financiers qui n'étaient pas tokenisés avant et qui maintenant le sont, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de standardisation sur les security tokens et sur les places sur lesquelles tu pouvais te les échanger. Donc ça y est, ça commence à être assez mature maintenant. Et ensuite, les 2 prochaines années vont être, à mon avis, des années de développement exponentiel des layer 2, donc tout ce qui est technologie de roll-up, ZK ou pas ZK sur Ethereum, et l'apparition des premières chaînes dédiées avec des applications qui ont trouvé un public et une utilité spécifique à la chaîne pour leur industrie et qui onboardent des millions d'utilisateurs à partir de ces use cases. Non, super. Bah écoute, merci beaucoup, Jérôme. Pour finir, est-ce que tu aurais des lectures ou des sites internet pour les gens qui voudraient un peu creuser tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui? Alors sur la partie roll-up, la seule chose de référence, les articles de référence sont malheureusement pour une grande partie en anglais. C'est tout simplement la documentation d'Ethereum là-dessus, ethereum.org. D'accord, bah je mettrai le lien Voilà. pour ceux qui ont envie de se creuser la tête. Ouais. Ethereum.org, la partie roll-up est extrêmement bien écrite. Il y a pas mieux que ça, je trouve. D'accord. Après, en français, Ethereum France publie pas mal d'articles techniques sur le sujet, mais n'est pas toujours aussi à jour que la documentation d'Ethereum en .org. Je recommande beaucoup aussi le Medium, le blog Medium de Polenia, qui est un vulgarisateur qui est anonyme. Donc on ne sait pas exactement qui c'est, ce qu'il ou elle fait ou ce qu'il ou elle est, mais c'est très intéressant à lire sa façon d'approche des choses. Ça spécifiquement sur la lecture plus blockchain, et sur la lecture non blockchain, il y a un excellent blog qui malheureusement qui s'est arrêté en 2021 pour partir sur une autre version. Donc j'en profite pour vous donner les 2 versions de ce blog qui sont Slate Star Codex, qui a le vieux c'est slatestarcodex.com, et le nouveau c'est le Slate Star Codex Substack, qui fonctionne aussi. Voilà, donc moi je me maintiens à jour sur Ethereum et sur les choses, entre la documentation d'Ethereum quand elle est mise à jour et que je vois des trucs, le blog et les articles de Polonia, et sur du non crypto Slate Star Codex, c'est vraiment top. Bah écoute, super. Bah écoute, merci beaucoup, Jérôme. C'était absolument passionnant. Et puis bah du coup, on te souhaite une très bonne conférence ETHCC qui commence, tu m'as dit, quel jour? Le 17, c'est ça? Ça commence le lundi 17, tout à fait. Voilà, lundi 17 juillet. Voilà, bah écoute, Jérôme, c'était un vrai plaisir. De même, merci de l'avoir reçu et à bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.